pardonnez-moi. La carte blanche, donc votre émission nocturne tous les jours, tous les soirs, du lundi au jeudi, de 20h à 22h. Voilà. Et ce soir, à la réalisation technique, j'ai Shirley Anne qui se marre bien de voir mon micro partir comme ça en plein direct. Voilà. Donc, du coup, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez la possibilité de communiquer avec nous via le WhatsApp, de communiquer avec notre invité au 06 90 11 11 10. Vous pouvez également nous suivre sur le Facebook Live. Vous êtes très nombreux à faire des commentaires sur le Facebook Live. C'est super sympa. Je vais essayer de me connecter aussi en même temps que vous pour pouvoir lire à mesure tous les messages des deux côtés et en même temps poser mes questions et répondre à monsieur Henri Yakou, qui est mon invité de la carte blanche de ce soir. Carte blanche, entre 20h et 22h sur RCI. Henri Yakou, alors quand je lui dis, monsieur Yakou, qu'est-ce que vous pouvez me dire de vous, sur votre personne? Et il me répond, je suis un homme dur, je suis très exigeant. On a discuté pendant un moment, mais moi j'ai vu plutôt un homme entier, exigeant certes, mais je dirais plutôt avec lui-même, avant de l'être avec les autres. Il se dégage de lui une forme de droiture presque militaire, un sens de l'honneur et de la responsabilité qui guide chacun de ses choix. Il ne cherche pas à plaire, non, loin de là, mais il cherche à faire ce qui doit être fait. Franc dans son expression, il le dit d'ailleurs, sans détour, sans demi-mot, il dit les choses comme elles sont. Parfois de manière abrupte, mais toujours dans l'intention de faire avancer les idées et les actions. C'est un homme qui n'a pas peur d'aller à contre-courant, là où certains préfèrent la prudence ou le consensus. Lui n'hésite pas à bousculer les habitudes. Henri Yakou a ce don particulier de transformer les idées en actions concrètes. Son parcours, il faut le dire, de très grande dimension, est un exemple pour la jeunesse guadeloupéenne. Ancien directeur de la sécurité sociale, il a été aussi président du club USR, vice-président de la Ligue guadeloupéenne de football et président du comité régional de cyclisme de Guadeloupe. Il y en a d'autres encore. On va découvrir tout cela tout au long de sa carte blanche. Et c'est vrai qu'il s'est investi dans chaque domaine avec sérieux et constance. Aujourd'hui, il est le maire adjoint de la ville de Sainte-Rose et président de l'entreprise Écosystème, un rôle qu'il exerce avec la même rigueur et la même volonté de servir sa communauté. Très chers auditeurs, vous le savez, la carte blanche n'est pas une émission politique. Nous parlerons durant ces 2 heures de l'homme, de son parcours, de ses convictions et de ce qui l'anime au quotidien. Monsieur Henri Yakou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai accepté parce que j'ai quand même pas mal d'amis qui m'ont dit que c'est bien parce que en fait, contrairement à ce qu'on pense, j'aime pas trop me dévoiler, j'aime pas trop les honneurs. D'ailleurs, quand je vous écoutais, je me demandais si vraiment vous parliez de moi. Oui. Parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup travaillé dans tous les domaines, mais sans chercher la gloire, en fait. Par contre, j'aime la victoire, j'aime gagner, j'aime réussir des choses. C'est l'esprit du sportif qui parle. Oui, je crois que c'est quand même le sport qui m'a appris dès mon plus jeune âge, d'ailleurs, un certain nombre de choses. D'ailleurs, souvent, lorsque je suis à Sainte-Rose, je dis que c'est l'association USR, Unité Sainte-Rosienne, qui a été créée en 1963, qui m'a appris, en fait, à être Sainte-Rosien, parce que je suis du bourg de Sainte-Rose. Et quand vous avez un président qui s'appelle Jean Daniel, qui prend la présidence de ce club et qui vous demande d'être Sainte-Rosien avant tout, au lieu d'être du bourg, de la campagne, parce que c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, oui. C'est là que j'ai appris vraiment à être en équipe, quoi. C'est là qu'on apprend, par exemple, à boire dans la même bouteille après le match, etc. Donc, je pense que ça a été un élément important de ma vie personnelle. Très bien. Alors, il est vrai que quand on nous demande de parler de nous, on a toujours du mal à dire comment on est. Ce sont toujours les autres, le regard des autres qui arrivent à dire au mieux quelle personne est-ce qu'on est. Et j'ai posé la question à beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais ce monsieur est vraiment extraordinaire. Un homme qui a été très impliqué pour la jeunesse, qui accompagne, qui transmet. Quand vous entendez ça, ça vous fait quoi? Vous vous dites, c'est-à-dire que ce que je fais, ça ne reste pas inaperçu. On se rend compte de mes actions, ou alors vous dites je le fais naturellement sans rien attendre en retour? Alors d'abord, je le fais naturellement, je le fais sans attendre rien en retour, mais je le fais parce que c'est ma personne aussi, ça. Ah ben voilà. C'est ma personne. Bon, vous savez, quand je regarde mon parcours personnel, d'ailleurs depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, en fait c'est mon éducation aussi, oui. de mon père, de ma mère. Par exemple, très concrètement, je me rappelle
ma mère me disait des fois, pas j'ai oublié que papa vient chercher moi à Cacao, à Cacao Sainte-Rose. Donc c'était une façon pour elle de me dire, papa c'est mon obou, mais moi on sortit à Cacao, quoi. Et qu'il fallait jamais oublier ça. À l'époque, c'était le jeudi qu'on n'avait pas classe. Oui. Ben, lorsqu'il fallait aller à la rivière, alors qu'il y a une rivière au bord de Sainte-Rose qui est tout près de chez nous, c'était quelque chose de sacré pour ma mère de nous amener tous à Cadette Cacao pour laver notre linge, quoi. D'accord. Parce qu'elle considérait que il fallait jamais qu'on oublie d'où elle venait, quoi. Et moi, j'ai gardé ça parce que je l'ai vue en tant que couturière faire des choses pour les gens sans rien demander en retour. J'ai vu mon père qui était entrepreneur et en même temps avait une boutique s'engager en tant qu'homme public à Sainte-Rose. Il était adjoint au maire de Charles Gabriel à l'époque. Je l'ai vu faire des choses pour les gens, dépenser de l'argent pour les gens sans jamais rien attendre en retour, et pas même de remboursement, etc. Et je me rappelle le jour où il est mort, une des personnes qui devait l'enterrer, qui est, comme on dit à l'époque, Fossaillet, qui était quelqu'un de très, très, très proche de lui, n'a pas pu venir l'enterrer en me disant, rien, peut pas terrer papa, hein. Parce que je savais, et il savait aussi, cette personne, ce que mon père avait fait pour lui, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai grandi, mais c'est comme ça qu'on a reçu notre éducation. Très bien. Alors quand on dit le nom Yakou, tout de suite on dit Moun Sainte-Rose. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est un grand nom à Sainte-Rose. Ah non, c'est une petite famille à Sainte-Rose. C'est une petite famille, à Sainte-Rose, mais c'est vrai qu'on a marqué notre parcours en répétant tous les jours que nous sommes de Sainte-Rose. Bon, vous savez, mon premier frère Alain, bon, père son âme, qui est décédé depuis quelques années, il est né quelque part à Sainte-Rose. Quand je dis quelque part, je sais pas très bien, mais ce que je sais, c'est que le jour de sa naissance, on l'a emmené à Pointe-à-Pitre. Parce que mon père, à l'époque, pensait qu'il n'allait pas pouvoir élever son premier fils, parce que à la naissance de mon frère Alain, sa mère meurt. Et donc c'est ma tante, Lucie Voutot, qui est quelqu'un de très très important pour notre famille, qui a joué le rôle de père, de mère pour mon grand frère Alain, avec son mari Justin Voutot, qui était pour moi, vous savez, quand je revois cet homme-là à la maison, bon, il y a des gens qui me disent que j'aime m'habiller, mais je pense que c'est chez lui que j'ai appris à bien me tenir, à être toujours bien mis, etc., quoi. D'accord. Donc, c'est cette éducation-là que j'ai reçue. Alors, votre enfance, elle s'est faite essentiellement à Sainte-Rose. Ah non. Non. Alors, racontez-nous. Vous êtes né à Sainte-Rose. Je suis né à Sainte-Rose. Oui. Et puis, bon, comme il paraît que je promettais, comme on dit à l'époque, à l'école, je devais être à élémentaire 1 ou 2, on me dit qu'il faut que j'aille à Pointe-à-Pitre. Alors déjà, c'était le premier déchirement pour moi, parce que sortir de ma campagne de Sainte-Rose et venir à Pointe-à-Pitre, c'était terrible. Et en plus, pour que les gens comprennent, hein, quand vous venez de Sainte-Rose et que vous habitez le 54 de la rue Frébo à Pointe-à-Pitre, ça vous fait un changement, quoi. Vous êtes sur le balcon, quand je suis encore notre dit, quoi. C'est-à-dire, vous regardez passer des voitures, les vitrines sont ouvertes tous les soirs, et puis autour de vous, c'est quelque part un peu la bourgeoisie de Pointe-à-Pitre et les Syro-Libanais. Par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas mes relations avec le monde syro-libanais. J'ai grandi à côté des Kouïs. Très bien. À la rue Frébo. Alors, est-ce qu'on était accepté tout de suite, ou bien alors il fallait vraiment... Si, j'étais accepté, mais chaque fois on me rappelait que j'étais de la campagne, quoi. D'accord. Parce que, des histoires de gosses, quoi. Quand des fois, dans la cour d'école, on se battait, il fallait pas que je perde. Donc, c'était une façon pour moi de leur dire, on sait beaucoup de campagne, mais foutre les autres, quoi. Très bien. Et ainsi de suite. Même à l'école, bon, je ne cherchais pas à être toujours premier, mais je ne pouvais pas rentrer chez moi, enfin, dans la famille, si je rendais pas des comptes sur ma note, quoi. Oui. Et donc, c'est un peu ça que j'ai reçu comme éducation, mais toute la famille est comme ça. Alain, mon frère, Richard, le deuxième frère, Marlène, ma première sœur, Guy, mon petit frère, qui est encore plus dur que moi en termes d'exigence et de rectitude dans sa façon de faire. Liliane et Franciane, ma dernière sœur. Et nous avons aussi grandi avec notre mère, qui après 2-3 mois, je crois, a récupéré un bébé qui venait de naître dans une famille en difficulté. Et cet enfant aujourd'hui est avec nous. Enfin, cet enfant, c'est une grande dame maintenant. Mais elle s'appelle Rose-Hélène, et dans la famille, tous les enfants l'appellent Yé, tellement elle a été la référence pour ma fille, mes filles, les filles de mon frère Richard, etc. D'accord. Vous étiez un bon élève? Alors, vous parliez de ramener de bonnes notes, mais est-ce que vous aimiez l'école, ou alors vous le faisiez parce que... Pas spécialement. J'étais tout naturellement bon élève, mais j'ai jamais fait d'effort pour être premier, quoi. C'était pas ma ambition. D'ailleurs, quand j'ai commencé
donner mes conseils à mes filles, je leur disais, à l'école, il faut apprendre à avoir 10 sur 20, quoi. C'est avec ça qu'on réussit à l'examen. Mais j'ajoutais tout de suite après, quand c'est un concours, il faut être premier, c'est tout. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que j'ai grandi en disant je fais ce que je dois faire, mais quand il faut être premier, je me bats pour être premier, quoi. Très bien. Alors, je pose souvent cette question aux invités. Je leur demande comment est-ce qu'ils étaient petits, leur caractère, parce que c'est toujours bien d'essayer de vous revoir petit. On vous voit grand, responsable, très sérieux. Mais enfant, vous étiez comment? J'étais un peu brigand, je pense. J'étais un peu brigand. D'ailleurs, j'ai 2 petits-fils, quand je les regarde, il y en a un d'ailleurs, quand je le regarde, j'ai une belle émotion parce que je trouve qu'il a un peu quelque chose qui ressemble à son grand-père, quoi. Sa corpulence, moi, quand j'étais gosse, j'étais assez costaud, quoi. Vous voyez? Donc, j'étais un peu brigand, mais comme tous les enfants de l'époque. Mais je n'étais pas plus brigand que les autres. Parce que j'étais aussi dans une famille où il fallait respecter un minimum de règles. D'accord. Par exemple, rentrer à l'heure pour manger, des choses comme ça, quoi. Très bien. Lorsque vous avez quitté Sainte-Rose pour aller à Pointe-à-Pitre, c'était un départ définitif ou bien vous alliez quand même Alors, pendant les vacances? Ça m'a fait penser à quelque chose. Ouais. C'était définitif, parce que lorsqu'on laissait Sainte-Rose pour venir à la rue Frébeau, il n'était pas question de retourner à Sainte-Rose, parce que par principe, vous deviez réussir, aller au bac, partir faire des études et compagnie. Oui. Sauf que les premiers temps, ça a été très difficile. Je me rappelle un jour que finalement, je ne pouvais plus supporter un dimanche matin la tristesse de Pointe-à-Pitre par rapport à ce que je savais que je trouvais à Sainte-Rose. À Sainte-Rose, à l'époque, après la messe, on allait au cinéma, tout de suite qui était à côté, au Rio. Et un jour, j'ai décidé de fuguer, quoi. Carrément. Et j'ai pris un transport commun, je suis descendu à la maison. Oui. Par contre, je peux vous dire que je suis revenu tout de suite après. Mon père a loué une voiture et il m'a ramené dans la famille. Et vous imaginez ce que j'ai reçu ce jour-là. J'imagine. Donc c'était aussi ça, quoi. Une belle volée, Une comme belle on volée, dit. vraiment. Ah, oui, et je n'ai plus recommencé. Oui. Mais il avait compris pourquoi est-ce que vous l'aviez fait. Je pense qu'à l'époque, je ne sais pas s'il avait compris. Vous savez, à l'époque, quand j'écoute aujourd'hui on parle d'éducation, je ne sais pas si nos parents se posaient toute cette question. Oui. Il y avait une règle, j'étais chez ma tante. Et un jour, il me voit débarquer chez lui, sortant de transport commun. Il me dit, qu'est-ce qui est passé, oh? Je lui ai dit, non, je peux plus rester. Il dit, mais non. Mais je vous dis, une demi-heure après, j'étais déjà dans une voiture. Oui. Je me rappelle bien, c'était la voiture de monsieur Charles Blaltar, qui m'a ramené à Pointe-à-Pitre. Oui. Donc, j'ai pris une fessée de mon père, une fessée de ma tante, quoi. Alors là, quand je disais tout à l'heure, quand on dit Yakou, quand on parle des Yakou, on dit Moun Sainte-Rose. Donc je présume qu'avoir fait toute son enfance à Pointe-à-Pitre, on se sent peut-être plus pointois que Sainte-Rosien. Non. Il faut surtout pas me dire ça. Ah bon, très bien. Je suis Sainte-Rosien, Oui. mais je revendique d'être quelqu'un qui a compris que j'étais aussi de Cacao Sainte-Rose, de la campagne, que j'étais du bord de mer de Sainte-Rose, mais que j'étais aussi de Pointe-à-Pitre, de la rue Frébeau, mais aussi de Bas de la Source, de la place de la Victoire, lorsqu'il y avait les matchs de foot, Benfica contre Sidi Belaoué, etc. C'est un peu... On va dire que vous êtes Sainte-Rosien de naissance et pointois d'adoption. D'adoption, et quelque part, je pense que ça a contribué, à faire de moi un peu quelqu'un qui est bien partout, quoi. Que je suis au bord de mer de Sainte-Rose. D'ailleurs, je me rappelle un jour, j'étais au bord de mer assis par terre, et mon directeur adjoint venait déjeuner à Sainte-Rose, et il passe, mais il me voit pas. Et tout le monde me dit, mais c'est un collègue à toi. Je dis, ah ouais, c'est ça. Et finalement, quand il me découvre, il me dit, monsieur Yakou, excusez-moi, j'ai jamais pensé que c'est vous qui étiez assis par terre, quoi. Oui. Ah, j'ai dit, non, ici c'est bord de mer, avec mon ami qui est mort d'ailleurs, Joël Dardet. Quand je suis là, je suis tout simplement un Sainte-Rosien au bord de mer de Sainte-Rose. Oh, c'est bien. Vous avez dit que vous avez grandi avec les Libanais, les sérieux libanais. Oui. Vous aviez envie de faire carrière dans le commerce, d'avoir un magasin, une boutique? Non, pas du tout. Non. Alors que ma tante, justement, vous avez un commerce à la rue Frébeau. Oui. Mais il y avait quelque chose qui disait qu'il fallait faire des études, quoi. Ma cousine, Lucette Voutot, Madame Marie-Jean Robert, avait fait pharmacie. Et mon frère Alain avait fait des études d'espagnol. Mon frère Richard avait fait des études d'ingénieur, ingénieur génie civil. Donc, il fallait que je parte aussi faire des études. Oui. Et donc, je suis parti, comme tout le monde, faire des études. D'accord. Mais à cette époque, c'était pas évident financièrement. Vous avez décroché des bourses. Comment ça se passait? Je parle de la famille en général, des frères. J'ai eu un prêt d'honneur parce qu'en même temps, mon frère Richard n'avait pas fini. Oui. Donc, ça coûtait un peu cher à la famille. J'ai eu un prêt d'honneur. Mais je pense à pouvoir dire aussi que j'ai été aidé par ma tante, par ma famille, mon père, ma mère. Et d'ailleurs, bon, on sentait bien que ça commençait à peser dans la famille. D'ailleurs, mon deuxième frère, mon petit frère Guy Yakou, lorsqu'il a fait ses études, lorsqu'il a fini, il a fait ses études ici, même en Guadeloupe. Et quand je lui disais, mais viens avec moi à Bordeaux, il m'a dit non. Et il m'avait sorti la fois suivante.
mais ou pas ça a coûté maman et papa dès qu'on en France comme ça. Et c'est à ce jour-là que je me suis rendu compte que finalement mes parents, comme beaucoup de parents en Guadeloupe, se sacrifiaient pour nous, quoi. Très bien. Alors racontez-nous votre parcours scolaire, justement. Donc les petites classes et tout à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, ensuite j'arrive. Vous étiez à Carnot, Michelet. Carnot, d'accord, l'école. Ensuite je grandis à Carnot avec des noms que je me souviens bien. Éric Paulet, Valsi, Bélaï, mais aussi un homme de la campagne comme moi-même, François Julien. D'ailleurs, on se reconnaissait tous les deux, quoi, parce qu'on se disait qu'on est en ville, mais qu'on n'est pas de la ville, quoi. Et donc, on a fait un parcours scolaire normal, quoi, sans plus, avec quelqu'un qui m'avait marqué en termes de rectitude, d'éducation. C'est celui qui était à l'époque surveillant général au lycée Carnot, monsieur Benjamin, Michel Benjamin. Vous savez, c'est des gens comme ça que vous voyez qui sont chargés de s'occuper de vous, mais quand vous voyez leur fonctionnement, leur sagesse, mais leur rectitude et puis leur discipline, quelque part ça vous éduque et ça vous forme, quoi. Donc je me pense à lui parce qu'il m'avait marqué, lui. Très bien. Et quand vous partez, c'est un nouvel univers, vous vous retrouvez dans un grand pays, comment ça se passe? Je pars, mais en fait, c'est une blogue l'histoire, mon départ. En fait, j'étais instituteur au départ. D'accord. Et quand on me donne à faire, je crois que c'était une cours élémentaire 1 ou 2, je suis à Morne-Rouge, Sainte-Rose, mais j'ai vraiment pas l'idée de partir faire des études, parce que je voulais en fait enseigner en collège. Finalement, je suis à faire mon petit rôle d'instituteur, et j'ai un petit jeune qui sort de sa table. Vous savez, je vous parle de ça, j'ai presque envie de pleurer parce que je vais jamais oublier cette image. Il sort de sa table, il fait tout le tour des tables, et il vient me voir, il dit moi, et il me dit, monsieur, un peu épicé. Et là, quand je l'entends, je lui dis, mais oui. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour apprendre un gosse comme ça à parler français alors qu'il s'élevait avec tellement de naturel, il s'exprime avec tellement de naturel. Ben, vous savez, à 11h, quand j'ai laissé l'école, je suis allé voir le directeur, monsieur Grava à l'époque. Je lui ai dit, cet après-midi, je serai pas là, je vais au rectorat. Je suis allé au rectorat, j'ai demandé un poste pour aller dans un collège, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Yakou, pense à toujours, tu vas faire ton salaire et tout. Mais vous savez, Air France était juste à côté, je suis allé prendre un billet d'avion, et je suis parti pour Bordeaux. Comme ça? Comme ça. Quand je rentre, mon père me dit, mais comment? Je dis, ouais, je vais pas rester, je pars. Ouais. Et donc, c'était naturel pour lui, pour ma mère, de comprendre que je partais. Mais en fait, c'est un choc que j'ai eu. D'accord. Je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi, être dans l'enseignement, quoi. Parce que j'avais le sentiment que j'allais rester instituteur, mais que j'allais pas permettre à ce jeune de réussir son parcours scolaire. Ne pas pouvoir avoir cette pédagogie. J'avais pas la formation, j'avais pas la pédagogie. Et d'ailleurs, si jamais il n'est pas mort et qu'il entend, et s'il se souvient de ça, j'aurais tellement aimé le retrouver parce qu'en fait, c'est lui qui a guidé ma carrière, en fait. Très bien. Vous vous rappelez de son nom? Je sais plus, je vais pas dire le nom parce que, mais je vous dis ça, chaque fois que je pense à ça, je dis, et heureusement que je l'avais rencontré dans mon parcours, quoi. Très bien. Ça m'a fait un choc et je suis parti pour ça, quoi. D'ailleurs, quand je suis parti à Bordeaux, je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire. Ben justement. Pourquoi Bordeaux? Pourquoi cette direction? Bordeaux, parce qu'à l'époque, c'était l'Académie de Bordeaux. Oui. Mais c'était parce que Alain, mon frère, était à la Bordeaux, Richard, mon frère, était à la Bordeaux après à Nantes. Ma cousine était une ancienne de Bordeaux, faisant pharmacie avec toute la génération des premiers médecins, avocats de la Guadeloupe. Et donc, je vais à Bordeaux parce que c'est l'Académie de Bordeaux. En général, ce qui se passe quand on quitte la Guadeloupe pour aller en France, on part toujours en hiver. Je sais pas pourquoi, ça tombe toujours en hiver. Vous êtes parti. Moi, je suis parti c'était quelle très saison? tôt. Je suis parti, je crois, les premiers jours d'octobre. Ouais, d'accord. Si la rentrée des classes, il faisait pas encore trop froid, ça allait. Si la rentrée des classes c'était le 1er octobre, le 15 octobre, j'étais déjà parti, quoi. Ah oui, quand même, hein. Par contre, l'émotion que j'ai eue quand je suis arrivé, c'est, je vais me coucher le lendemain que je ne vois même pas à 1 mètre devant moi, quoi. Les brouillards, l'hiver et tout, déjà à l'époque. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc, j'arrive, je m'inscris en pharmacie parce que ma cousine était pharmacienne. Je m'inscris en sociologie parce que c'était l'enseignement à la mode et je m'inscris aussi en droit. Et c'est en faisant les 3 facs, les uns après les autres, je me dis non, pharmacie c'est pas pour moi, sociologie c'est trop de réflexion. Et quand je suis entré en fac de droit, j'ai constaté que je suis venu 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après finalement je suis resté en fac de droit. Très bien, donc ça vous plaisait bien. Ça me plaisait bien. Avec un objectif peut-être de devenir avocat ou... Ah non. À quel moment que vous vous dites voilà ce que je veux faire comme métier après cette épreuve de l'enseignement? Quand vous me présentiez, en fait j'ai pas fait de métier de
d'uniforme, mais en fait, j'aime bien l'uniforme, à mine de rien. Vous savez, j'ai toujours été séduit d'aller dans les hôpitaux, de voir des médecins en tenue, voir les magistrats, les avocats, les pilotes d'avion, ça m'a toujours... D'ailleurs, j'ai failli faire le concours de commissaire de police parce que tout ça m'intéressait. Parce que c'était la tenue. J'aime bien... quand on est dans un corps, on est une tenue, on est quelque chose qui fait qu'on est en équipe, quoi. Oui. Et puis finalement, j'ai fait mes études, mais sans me poser la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est en fin de maîtrise, comme on dit, qu'on a commencé entre nous à discuter qu'est-ce qu'on fait. Oui. Et là, moi, je dis, je peux faire ça, je vais me faire entrer en Guadeloupe. Donc, je ferai que le concours qui me garantit d'entrer en Guadeloupe. Et à l'époque, il y avait 2 concours qui nous permettaient d'entrer en Guadeloupe. C'est l'École nationale de la santé publique pour être directeur d'hôpitaux. Et c'était l'École nationale de la sécurité sociale. C'est quelque chose, ces histoires de concours, quand même. Hein. Surtout quand on n'est pas chez nous. Et à l'époque, mes camarades de promotion, il y avait Elie Pinault qui avait déjà fait, qui était à Bordeaux aussi, qui a fait l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, et Christian Gatou, qui a fait, lui, École nationale de la santé publique. Et après quelques années en Guadeloupe, il a pris l'orientation collectivité locale, mais c'était ça notre objectif, quoi. Et donc je rentre pour en Guadeloupe, mais avec en tête de passer ce concours. Oui. D'accord. Alors, je remarque aussi que à votre époque, à votre époque, les amitiés étaient quand même plus sincères et plus vraies qu'aujourd'hui, parce que quand on vous parle de votre enfance, en général, la plupart des invités que j'ai eus, vous arrivez toujours à nommer des personnes qui sont encore présentes dans vos vies aujourd'hui. Par exemple, c'est extraordinaire. Je vais vous donner un truc très concret. Au village qu'on habitait, le couloir, c'était Christian Gatou, Henri Yakou, Charles Glaude, et puis Éric Francillon, qui est médecin au Moule. Et on allait manger ensemble, on sortait ensemble. Non, c'était des choses très, très, très fortes entre nous, quoi. En plus, vous savez, vous êtes loin. Donc, quelque part, vous êtes obligés d'être ensemble. D'autant que tous les autres pays qui sont étrangers, qui sont là, on voit bien qu'ils sont ensemble. Les Ivoiriens sont ensemble, les Sénégalais sont ensemble, les Marocains sont ensemble. Et nous, la chance qu'on avait à l'époque, c'est qu'on était tous un peu militants à l'Association Générale des Étudiants Guadeloupéens. Donc, ça permettait aussi de faire équipe, quoi, faire équipe de Guadeloupe. D'ailleurs, les plus grands moments que nous avons passés à Bordeaux, c'est lorsqu'il y avait le championnat, la Coupe anti-impérialiste. C'était des équipes Guadeloupe, Martinique, Guyane, l'Afrique, etc. Et on a souvent été champions. Très bien. À Bordeaux, vous étiez déjà dans le sport? Oui. Alors, vous savez, à Bordeaux, les Girondins de Bordeaux venaient nous voir jouer sur le campus. Éric Francillon était très, très fort. Harry Boussillon, l'ancien maire de Petit-Bourg, était parmi les meilleurs. Et moi, j'étais un peu moyen, mais un peu l'homme des basses besognes, quoi. En gros, quand il fallait casser les chevilles de certains joueurs qui jouaient bien, c'était moi qui étais chargé de ça, quoi. Très bien. Vous avez fait combien d'années à Bordeaux avant votre retour en Guadeloupe? 4 ans. 4 ans. D'accord. Vous revenez au pays? Je reviens au pays en 74, 75. Mais là, j'ai dû faire une petite manœuvre, comme on dit, parce que je devais rentrer à l'armée. Et là, finalement, comme Richard, mon frère, était déjà étudiant et ne pouvait pas rentrer encore, il faisait son doctorat ou son mémoire, je sais plus. Donc, je me retrouve en Guadeloupe, premier de la famille. Et donc, je vais citer ce nom parce que, vous savez, il y a des choses qu'on n'oublie pas. C'est Daniel Géniès, ça peut surprendre, qui était un homme politique très important en Guadeloupe, qu'on me demande d'aller rencontrer, et que je rencontre et que je donne mon dossier de soutien de famille et qui se démerde, je sais pas combien il a fait pour que je sois dispensé du service militaire. Alors, c'était plus par rapport au travail, à la profession que vous ne vouliez pas partir, ou bien vraiment parce que ça faisait peur de partir à l'armée, au service militaire? Non, pour moi, c'était perdre mon temps. C'était une perte de temps. C'était une perte de temps. Vous ne voyez pas le, d'accord, puis à l'époque, quand j'entendais mes amis qui n'avaient pas fait d'études comme moi me parler de la Guyane et compagnie, pour moi, c'était pas, j'allais perdre du temps, quoi. Alors, c'est pas que je ne respectais pas l'armée, mais pour moi, par rapport à mon projet personnel, je ne voyais pas qu'est-ce que j'allais chercher à l'armée. Vous savez, si je voulais faire une carrière dans l'armée, je pense que je serais allé à l'armée. Mais je voulais surtout pas aller à l'armée. D'accord, très bien, d'accord. Donc, à la suite de cela, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous arrivez à vous faire réformer de l'armée? Alors, en fait, qu'est-ce qui se fait? Je me fais réformer de l'armée et je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, entre-temps, vous savez, vous êtes étudiant, vous venez d'entrer en Guadeloupe, je passe pratiquement tous mes soirs dans les boîtes de nuit. Parce que je vous imagine pas, M. Yakou. C'est vrai. Je passe tous mes week-ends en boîte de nuit avec les boîtes de nuit de l'époque, Totem, etc. Et
un jour, je décide d'aller voir Jacques Taurin, qui était le secrétaire général de la Caisse générale de sécurité sociale, pour lui dire s'il est toujours à faire de la préparation au concours d'entrée à l'école nationale. Donc, il me donne un rendez-vous, je vais le voir. Donc, il me dit, si, c'est très bien si vous voulez passer le concours. Et quand tout est fini, il me donne des bulletins d'inscription à l'époque, tout ça. Il me dit, vous travaillez pas? Je lui dis non. Il me dit, vous voulez pas travailler? Je vous avoue que j'ai pris un bon moment avant de répondre parce qu'il n'était pas pour moi question de travailler. Je reviens de faire des études. Je sais 4 ans sans mon pays, donc j'ai besoin... Vous dites, je fais une année sabbatique. Exactement. Très bien. Finalement, je lui dis, oui, ça pourrait m'intéresser. Et tenez-vous bien, un matin, à 6h du matin, mon père me dit, le chauffeur de la caisse est venu te remettre un pli. Alors je me disais, qui est le chauffeur de la caisse qui est venu me remettre un pli? Finalement, quand je descends, j'ouvre le courrier, je vois que je suis recruté et que je dois prendre mon poste le même jour. Ah. Vous imaginez? Ah oui. Alors je me dis, je vais jamais oublier ça. Oui. Au fond de moi, je me dis, mais qu'à émissier, quoi. Ouais. Papa m'a dit au travail, et puis finalement, je suis allé au rendez-vous. Vous êtes rendu à votre poste. J'ai commencé à travailler, à prendre mon poste, et puis j'étais comme à me dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais quand vous avez commencé à travailler, c'était quoi vos fonctions Alors, du coup, j'ai commencé à travailler comme simple agent. D'ailleurs, on avait appelé ce poste agent technique. Alors pour moi, agent technique, c'est un super poste, quoi. Oui. Mais sauf qu'après, quand on m'a donné le salaire, je me suis dit, zut, alors comment je peux faire des études pour toucher cet argent? Parce qu'à la même époque, je pouvais être professeur dans un collège, dans un lycée. Il y avait un poste de responsable du contentieux au Crédit Agricole qui s'ouvrait. Donc j'avais des solutions. Il y avait des ouvertures, oui. Mais il y a un truc qui a fait que j'ai dit, bon, allez, je vais rentrer là parce que depuis Bordeaux, on avait déjà cette idée de faire soit l'école nationale supérieure de la santé ou l'école nationale de la sécu. Très bien. Et donc je rentre là et puis je commence sans vous couper, oui. Expliquez-nous la sécu à l'époque, dans ces années, comment c'était? La C'était sécu organisé, c'était il y comment? avait des bagarres tous les matins pour les gens qui voulaient se faire rembourser de leur feuille de soins. Il y avait la CAF aussi. À l'époque, quand j'ai commencé, venait de prendre son autonomie. Alors, on rappelle que c'était à Pointe-à-Pitre. C'était à Quellefèvre. À Quellefèvre. Très bien. Sécurité sociale, Pointe-à-Pitre, c'est Quellefèvre. Quellefèvre, oui. Donc, c'était ça. C'était aussi, on commençait à travailler à 7h du matin. Et on finissait à 13h, on reprenait à 15h. Et on finissait à 18h. Sauf, je crois, le mercredi, on travaillait pas l'après-midi. Donc, c'était un organisme qui était très important, mais qui était très très loin encore de ce que moi je pensais que j'aurais trouvé à l'intérieur. Par exemple, moi quand j'ai commencé à travailler, j'étais chargé par exemple d'aller chercher dans les bacs les fiches pour que les usagers, lorsqu'ils viennent, on leur sorte leur dossier. C'était des pochettes. Vous savez, quand vous avez des ravets, des souris qui sortent des bacs, il faut avoir un peu le cœur bien accroché parce que et donc c'était ça. Et puis au fur et à mesure, les choses ont progressé. J'ai participé d'ailleurs à la modernisation de la caisse beaucoup d'années après, quoi. En fait, vous n'étiez pas de caractère à vous contenter de ce que vous aviez. Vous avez toujours ces ambitions d'aller plus loin et d'avoir... Alors, oui et non. Quand j'ai commencé à travailler, le seul truc qui m'intéressait, c'est mon salaire. C'était d'avoir de l'argent, quoi, pour sortir. Bon, à l'époque, c'était les chemises cintrées qui étaient à la mode, c'était Cacharel. Bon, puis j'avais un ami qui est mort. Vous aimez les bons parfums? Oui, exactement. Très bien. Il y avait un ami qui est mort maintenant, Jocelyn Trémor, qui était un voisin à Sainte-Rose, qui lui n'a pas fait d'études, mais travaillait à l'usine de Comté. Et c'était un sapeur, comme on dit. Et donc, des fois, ça m'arrivait de lui dire, bon, on va prendre rapide, parce que, en tout temps, j'ai acheté une voiture. Et comme il avait pas un salaire qui lui permettait de faire ce que moi, je pouvais faire, des fois, je pouvais acheter 2 chemises, 3 chemises, une chemise pour lui et une chemise pour moi, quoi. Ah oui, parce que c'était mon meilleur ami. Oui, c'était mon meilleur ami à l'époque au quartier, quoi. Alors j'ai d'autres meilleurs amis à Sainte-Rose à l'époque, Victor Siani qui a l'auto-école, Alain Le Sieur. On a fait des choses ensemble. Et d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'on jouait au foot, d'ailleurs l'équipe s'appelait Vasco de Gama. On était 3, Alain Le Sieur. Et ça parle espagnol ou pas dans l'équipe? Non, c'était portugais, c'était le Brésil. Portugais, pardon. Non, on était tous brésiliens à l'époque, au Très football. bien, donc on a appelé l'équipe Vasco de Gama. Très bien. Et donc, d'ailleurs, l'équipe jouait en vert, jaune et bleu. Bien. Mon petit frère était remplaçant, Henri Latouche était remplaçant, mais
C'est comme ça que... Vous avez quel poste, vous, sur le terrain? Moi, j'ai toujours été un peu en milieu de terrain. D'accord. Toujours en milieu de terrain. Et j'ai fini par comprendre un jour que... d'ailleurs, c'est l'enseignement que je tire du foot et du sport. Vous pouvez ne pas être le meilleur joueur, mais vous devez être la personne qui transforme les meilleurs autour de vous. Donc j'étais un meilleur joueur au milieu parce que je gardais pas la balle, je faisais passer la balle. Par exemple, quand vous aviez dans l'équipe quelqu'un comme Alain Le Sieur qui était très brillant et Victor Siani, Victor vous disait, voyez boula maman ici là, parce que il avait besoin, il jouait avant-centre quoi. Oui. J'étais un passeur comme on dit aujourd'hui, parce que j'ai toujours été un peu au service de l'équipe quoi. D'accord. Et à un moment donné, le président du club à l'époque, Monsieur Séné, Yves Séné, il m'avait convoqué pour me dire que il faut que je prenne un autre poste au club quoi. Alors, je lui dis oui, d'accord, c'est quoi? J'avais 21 ans, je crois. Il me dit qu'il faut que je sois directeur sportif. Je lui dis mais je peux pas être directeur sportif, je joue au foot. Il me dit non, ta place c'est plutôt d'être dirigeant. Oui. Et comme à l'époque, il fallait respecter son président, j'arrête de jouer et je deviens directeur sportif. Et d'ailleurs, je dis aussi que c'est cette personne qui a détecté chez moi peut-être des compétences de dirigeant qui a fait que j'ai fait mon parcours aussi dans le sport comme dirigeant. D'accord. Donc, de point de vue organisationnel, vous étiez quelqu'un... oui, en fait, oui. Par exemple, dans l'équipe, on disait que Henri, il faut qu'il soit dans l'équipe parce que quand il est dans l'équipe, il nous parle, il sait comment nous redonner le moral, etc. quoi. J'étais pas le meilleur joueur, mais j'étais un peu le représentant de l'entraîneur sur le terrain. Vous avez été gardien de but aussi non, ou pas? Non. D'accord. Alors, pour revenir à la sécurité sociale, donc vous avez commencé en tant qu'agent technique, et ensuite vous êtes devenu le directeur général. Ah oui, mais ça donc, fait le parcours normal. J'ai été après attaché juridique, ensuite le directeur de... Monsieur Touré à l'époque m'a confié la documentation, parce qu'il n'y avait pas encore de service organisé. Je faisais des revues de presse, des revues juridiques, et après il devient directeur. Et un jour comme ça, il me dit, il a besoin de me voir, il me dit, voilà, j'aurais besoin d'un attaché de direction. Alors je lui dis, c'est quoi? Il me dit, voilà, c'est quelqu'un qui va travailler à mes côtés sur tous mes dossiers, etc. Je lui dis oui, et c'est comme ça que je deviens, dans l'histoire de la caisse d'ailleurs, je deviens le premier attaché de direction d'un directeur général. Mais je me suis rendu compte après que j'étais déjà en formation de directeur peut-être. Très bien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment est-ce que vous êtes parti en Guyane? Comment s'est passé Alors, l'histoire de la Guyane, c'est bon, je fais ma carrière à la caisse, j'avance, entre-temps, je fais une mobilité en partant au conseil régional avec Lucette Michaud-Chevry, je reviens à la caisse, je suis directeur adjoint, je repars en mobilité à Air Caraïbes, c'était à l'époque il y avait les 3 compagnies, Air Caraïbes, Air Guadeloupe, Air Martinique, Air Saint-Barth, Air Saint-Martin. Et c'est Récouri à l'époque qui me propose de prendre ce poste. Et puis après, des choses ont changé. Mais je pars en Guyane, mais vraiment comme par hasard. Je suis à Paris dans un séminaire, nous sommes tous en train de déjeuner. Et puis j'entends des collègues de l'Hexagone qui disent, entre guillemets, plein de choses sur la Guyane, que c'est des incompétents, ceci, cela. Et ce jour-là, je m'énerve à table et je leur dis, mais pourquoi depuis qu'on est dans les dormes, on est plus faible que vous, quoi? On a passé les mêmes concours que vous. Sauf que le collègue qui est en Guyane, peut-être que c'est compliqué et compagnie. Et comme ça s'est mal passé, je leur dis, vous savez, j'aurais bien aimé aller en Guyane vous démontrer qu'on peut diriger la caisse de Guyane. Oui. Sauf que quand je dis ça... On vous prend au mot? Le soir, 20h, je reçois un coup de fil de la directrice déléguée qui me dit, Yakou, comment ça va? Je dis, vous êtes où? Oh, je dis, je suis à mon hôtel. En général, j'étais pas jamais loin de la caisse nationale. Venez me voir. Donc, je vais la voir. Et elle me dit, voilà, on a un problème en Guyane, il paraît que vous voulez aller en Guyane. J'ai dit non, madame, j'ai jamais dit ça. J'ai dit tout simplement que j'aurais bien aimé aller en Guyane, démontrer qu'on peut gérer la caisse. Bon, Yakou, c'est pas ça mon problème. Vous allez en Guyane, oui ou non? Et là, je lui dis, il faut me donner le temps d'entrer en Guadeloupe, de voir mon épouse, ma famille, d'en discuter avec le directeur de la caisse Jacques Taurin et compagnie. Donc, je rentre en Guadeloupe, samedi, et elle me dit, vous m'appelez mardi. Et j'arrive, je vais voir monsieur Taurin. Je lui dis, voilà, monsieur Taurin. Il me regarde, avec un petit sourire en coin, il me dit, bon, Yacoub, vous imaginez bien que Marie-Renée Babel ne vous a pas dit de partir en Guyane sans que moi je sois au courant. Oui. Alors je le regarde en disant, ah bon? Il me dit, si. Et il me dit, vous savez, il faut partir, parce que quand moi je partirai, il faut que un d'entre vous ayez déjà fait votre mobilité pour prendre ma place. Et c'est comme ça que je pars en Guyane, comme directeur de la Caisse de Guyane pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ouais. C'était une belle aventure. Ah, c'est une sacrée aventure. Vous étiez à Cayenne même ou à Cayenne même. C'était une sacrée aventure. Par exemple, c'est des faits de gestion. Vous savez, quand vous avez un pays avec
avec des parcours pour les infirmières dans la campagne vraiment, et que vous devez prendre en charge les frais de déplacement, on n'avait pas de référentiel juridique. Oui, oui. Ben, à l'époque, j'ai imaginé de copier le référentiel des routes de neige des montagnes, et j'ai remplacé dans ma note la neige par la boue. Et c'est comme ça qu'on a pris en charge. Quand je dis que vous mettez les actions en place. Ah oui, oui. Ah oui, donc toujours des Deuxième idées, exemple, une manière, ouais. Quand vous êtes, à l'intérieur de la Guyane, pour venir voir un médecin, il n'y a pas d'ambulance. Oui. Vous êtes obligé de prendre, comment ça se dit déjà, les embarcations de Guyane, là. Et donc, à l'époque, j'ai réuni tous ceux qui étaient dans le métier, je leur ai dit, voilà, je vous propose de vous financer vos barges, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, parce que j'ai besoin d'ambulances sur le fleuve. Et c'est comme ça que j'ai financé. D'ailleurs, ils n'en revenaient pas, ils ne comprenaient pas que ce soit la caisse qui les appelle. Je dis, mais je ne vous appelle pas pour vous faire plaisir. Oui. Je vous appelle parce que l'accès aux soins, il faut avoir des outils. Oui. Et comme les gens ne peuvent pas sortir de Maripasoula pour aller voir leur médecin, c'est que votre activité sur le fleuve qui le permet. Or, cette activité sur le fleuve, il y a deux problèmes juridiques. Un, le fleuve n'est pas officiellement navigable. Oui. Et deux, il n'y a pas de texte qui dit qu'on peut prendre un canot pour venir voir un médecin. Ils vous ont pris pour un illuminé ou bien ils ont compris tout de suite Non, je pense que les gens ont compris. D'ailleurs, il y a pas mal d'amis guyanais qui m'ont dit c'est terrible, on a l'impression que tu es plus guyanais que nous, quoi. Parce que je sentais bien ce qu'il fallait faire. Alors, j'étais content d'être en Guyane parce que je sentais que j'étais dans la création. Bon, ben alors du coup, la Caisse générale de Guyane et de Guadeloupe, si on devait comparer les deux à cette période, laquelle était mieux organisée? Alors, la Caisse de Guyane était plus petite. Il y avait 250 personnes, donc par exemple, quand j'ai commencé le jour de ma première journée de travail à la Caisse de Guyane, j'ai commencé à 8h du matin, à 11h. J'avais déjà fini le premier conseil de direction, vous voyez? J'avais déjà vu tous les cadres. En Guadeloupe, la Guadeloupe, c'était 1000 personnes, 1052 personnes quand je suis parti, 184, 12 agents de direction. Et puis les flux financiers sont pas les mêmes. En Guyane, je crois qu'on était à 600, 700 000 euros. En Guadeloupe, les flux financiers, c'est 1,3 milliard d'euros chaque année. Donc, quand vous avez des responsabilités comme cela, ça permet d'expliquer pourquoi les gens pensent que je suis dur, je suis carré, mais on peut pas vous permettre de jouer quand vous êtes à la tête d'un organisme qui a comme matelas financier chaque année 1,3 milliard d'euros. Et moi, je tenais entre guillemets, à mon honneur. D'ailleurs, souvent, je pensais à mon père, à ma tante, par rapport à ces responsabilités que j'avais, quoi, en disant qu'il faut pas qu'on me trouve dans des problèmes, dans des magouilles, des trucs comme ça. Parce que vous savez, il y a des flux financiers en sécurité sociale. Oui. Et puis, par rapport à votre éducation également, ce serait un déshonneur, que tout votre nom soit... mon père serait sorti de sa tombe. Très bien. C'est vrai qu'on est concentré dans notre conversation. Il y a un auditeur qui suit très bien et qui dit que la petite embarcation, c'est la pirogue. C'est la pirogue, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Cécile. Pas trouvé le nom. Merci beaucoup. Alors, donc, 3 ans en Guyane. 3 ans en Guyane. Vous vivez bien, la vie là-bas? Très bien. Le problème que j'avais quand même, c'est que je suis parti au départ seul. Et ce qui était prévu en termes de projet de famille, c'est que mon épouse et mes 2 derniers enfants allaient me rejoindre. Sauf que la Guadeloupe est arrivée plus tôt que prévu, quoi. Donc j'ai dû postuler. Je dis bien malgré moi, parce que j'étais partagé entre rester en Guyane, finir ma carrière en Guyane, en plus prendre quelques options sur le Brésil tout près, Belém, où j'allais une fois par mois à Belém. Et comme j'adore le Brésil, donc c'était bon que ma famille me rejoigne et que on fasse notre vie en Guyane avec une perspective d'être toujours au Brésil, quoi. Très bien. Il faut dire que maintenant, il y en a beaucoup qui le font en sens inverse. Quand ils sont près de la retraite, ils se disent, bon, allez, je vais terminer en Guyane les quelques années qui nous restent. C'est pas mal, ça. Donc, du coup, vous faisiez du sport en Guyane? Non, vous êtes... c'était boulot. Sauf que j'ai été à un moment donné dirigeant. C'est quelqu'un qui m'avait vu, qui me connaissait, et avec qui j'avais discuté, qui m'avait dit de venir lui donner un coup de main dans la gestion de l'association. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai constaté que j'étais en train de m'investir de trop. Donc je me suis dit non, il faut pas que j'étais vraiment consacré à 100% à la caisse de la Guyane, parce qu'il y avait à redresser la caisse, il y avait plein de choses à faire et je voulais pas décevoir ma direction nationale, mais c'était aussi pour moi une responsabilité. Je voulais réussir la caisse, quoi. Oui.
Très bien. Donc après ces 3 ans, vous revenez en Guadeloupe. Je viens en Guadeloupe et Là, c'était pas une autre année sabbatique, là. Là, vous revenez en Guadeloupe je et viens puis en Guadeloupe, vraiment. Et là, c'est le super tanker, comme je l'appelle, que je dois gérer. Bon, j'avoue que c'est quand je suis parti à la retraite en 2019 que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un fardeau sur le dos. Parce que vous savez, quand vous faites les premiers jours à la retraite et que vous avez le sentiment d'être léger, vous vous dites, en fait, cette responsabilité-là me pesait, quoi. Mais j'étais à fond dedans. Bon, vous savez que, à Sainte-Rose, on ne comprenait pas, hein, on me voyait pas. Je partais de Sainte-Rose à 6h du matin, 6h15. Et je rentrais des fois à 19h, 20h. Oui. Bon, en plus, j'ai été formaté par Jacques Taurin. 35 heures, on connaissait pas ça. Taurin, c'était 40, 50 heures par semaine. Et donc, je suis resté dans le même schéma que lui. Le samedi, j'allais travailler. Votre famille vous le reprochait ou pas? Alors, c'est une très belle question parce que ça me donne l'opportunité de dire que je vous écoutais. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'ai eu des supporters chez moi extraordinaires. Mon épouse d'abord. Et si elle nous écoute, on la salue. Ah, si. Bon, non, ça aurait pas été possible. Quand je me souviens de tout ce qu'elle a fait pour que je sois au rendez-vous de tout cela, au détriment même de son parcours personnel, en termes de carrière. Mais c'est parce qu'elle savait que j'étais un peu ambitieux et que elle voulait aussi que je réussisse. Donc, par exemple, quand je le disais à mes collègues à l'époque à la caisse que passer le concours d'école nationale, c'est pas juste qu'on va au concours. Le concours, c'est 35 personnes par année. Et donc, il y a 1500 personnes qui vont au concours. Donc, vous n'allez pas là juste pour voir, quoi. Et ben, je travaillais à l'époque. Je rentrais à 18h. Mais quand je rentrais à 18h, mon épouse avait laissé le travail. Elle avait déjà préparé des fiches pour moi sur des sujets de culture générale, etc. Donc, elle était impliquée. À l'époque, on avait acheté les 20 numéros des encyclopédies, ça, je sais plus comment ça s'appelle, et elle faisait ça. Les Je veux savoir, enfin, il y avait, à peu près ça. Parce qu'à l'époque, l'époque de culture générale, c'était une époque de culture générale. Donc, un jour, je rentrais, elle m'avait dit, je t'ai fait une fiche sur l'argent. 2 jours après, je te fais une fiche sur la famille. Je te fais une fiche sur la violence, enfin. Elle était impliquée et ça a été comme ça tout le temps, quoi. Et c'est là que vous avez été majeur de l'épreuve de la culture générale ou c'est à quel moment? Vous en savez des choses, là. Ah, écoutez, je me renseigne, je travaille, monsieur Yakou. Effectivement, quand je suis rentré à l'école nationale, l'épreuve de culture générale, j'étais le major de la promotion. Alors, j'explique pourquoi, parce que quand j'arrive à l'école nationale le jour de la rentrée, je vois quelqu'un d'origine vietnamienne ou chinoise, je sais pas très bien, Yakou. Alors j'arrive, il me dit, ah, c'est vous. Alors je le regarde, il me dit, non, j'ai vu votre devoir, je comprends mieux maintenant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'épreuve de culture générale? C'était le sujet, je n'ai jamais oublié ça d'ailleurs, c'était les minorités sont-elles condamnées à la violence? En fait, j'ai fait mon devoir de culture générale, mais il paraît que j'étais le seul de la promotion à avoir traité ce dossier en faisant pratiquement un 360 degrés dans le monde, quoi. En prenant les exemples de la Révolution française, certainement, mais aussi de la Russie de l'époque, des pays comme l'Algérie, de l'Afrique, etc. Et donc, c'est là que j'ai découvert que j'avais une culture monde, comme dirait Glissant. Et donc, cet aspect-là, je pense, a séduit le jury. Et donc, j'ai eu la meilleure note de la promotion. Très bien. Très bien. Alors, et puis, donc, je vais m'arrêter quelques petites secondes sur votre situation familiale avec vos enfants. Ils sont fiers de papa? Ouais, je pense qu'elles sont fiers de papa. Mais c'est des filles, vous avez que des filles? 3 filles. 3 filles. Oh, ben ça, c'est une bénédiction. C'est ce qu'on dit, hein. 3 filles. Il y en a une qui a fait ce que je voulais faire au départ. C'est Yasmina qui est journaliste, alors que c'est ce que je voulais faire au départ. Très bien. Ah ben oui, on la voit à la télé. Ah oui. Oui, tout à fait. C'est mon frère Alain qui m'avait dit à l'époque, hein, tu te vois journaliste en Guadeloupe, etc. Alors j'ai décidé de ne pas faire journaliste, quoi. Par rapport à ça? Ouais. À cette remarque? Non, mais comme mon frère Alain Yakou vous dit, tu te vois journaliste, il faut comprendre que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. D'accord. Ah, c'était comme ça, hein. Il y a une partie de votre vie qui est très intéressante, mais avant d'y arriver, vos petits-enfants, vous êtes un papy gâteau, vous êtes comment? Parce que vous avez reçu une éducation très stricte, vous êtes un petit peu plus
plus cool, je dirais, avec les petits-enfants? Vous savez, quand je les regarde, par exemple, c'est moi qui les ai déposés là, je leur mets à l'instant. Ouais. Mm-hmm. Mais comment je vais vous dire ça? Il y a un plaisir intérieur, je dis. Ça, c'est de nous, ça. C'est ma fille, c'est ma femme, c'est de nous. Oui. Mais quand je les regarde, je suis content de voir comment ils grandissent et compagnie. Mais, comme dirait ma mère, désodier, compatini, mais en même temps, dans la règle de l'éducation de la maison. Oui. Alors, je suis pas le plus dur, mais leur mamie est assez dure avec elle, Oui. avec eux, pardon. Oui. Ma dernière fille, Laurie, est très dure avec eux. Ma deuxième fille, Audrey, est aussi très dure. Et la maman, Yasmina, elle est aussi carrée, sauf que c'est la maman quand même. Oui, donc je comprends après, bien. ah oui, maman, pourquoi tu m'as tapé, etc. Mais non, mais ne pleure pas, tu as fait des bêtises, etc. Non, mais c'est un plaisir extraordinaire. Ah ben, très bien. Ben, je suis ravie de voir que vous avez une famille. Et j'ai obtenu, c'est une façon de parler, j'ai eu ces deux petits quelques mois après ma retraite, quoi. Donc, vous savez, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Du temps aussi, hein. Alors, pas assez de temps, parce que je suis malheureusement très engagé dans la gestion de la ville de Sainte-Rose. Oui. Bon, je pense que ça ne passe pas, ça ne s'est pas toujours bien compris, notamment par celle qui m'a supporté pendant près de 40 ans pour faire tout ce que je fais là. Et Madame Yacoub, il est quand même conscient, il a bien dit supporter. Elle se dit, et continue encore. Mais en même temps, je pourrais vous dire que elle est encore plus exigeante que moi, parce que elle va jamais accepter que je sois adjoint au maire de Sainte-Rose et que Sainte-Rose soit mal gérée, que ce soit pas propre et compagnie. Elle va me dire... Si votre épouse vous avait dit à l'époque, je ne veux pas travailler, je vais être femme au foyer, m'occuper des enfants, ça ne vous aurait pas dérangé? Je ne sais pas si... d'ailleurs, ça ne correspond pas à l'éducation de mon épouse, ça ne correspond pas à sa personnalité. Je suis plus à me dire que elle aurait pu être un grand chef d'entreprise si j'avais pas été, par exemple, dans la carrière que j'ai eue, quoi. Mais je le redis de nouveau, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et c'est toujours vérifié à chaque fois, Monsieur Yacoub. On va parler de votre carrière sportive, parce que vous avez une très très belle carrière sportive. Hein. Donc déjà, vous étiez président de la Ligue guadeloupéenne. Vous avez été aussi président du comité régional de cyclisme de Guadeloupe. Vous avez été aussi président de l'USR. Oui, l'unité saint-rosienne. L'unité saint-rosienne, hein, voilà. Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu justement ces matchs avec l'équipe de Pointe-Noire, Déo, avec le New Star. Allez, faites-nous rêver un peu, faites-nous revivre ces années. D'ailleurs, j'avais Ginette Gott, femme vraiment formidable comme invitée il y a pas longtemps. Faites-nous rêver un petit peu de... Vous venez de citer Ginette Gott. Toutes ces personnes, c'est des gens que j'ai croisés dans mon parcours de dirigeant. Oui. Et quand vous rencontrez quelqu'un comme Ginette Gott, il suffit de 2, 3, 4 rencontres pour que vous sachiez dans quelle direction vous devez aller, parce que c'est quelqu'un qui a une grosse expertise, qui a son caractère, et donc tout de suite vous dites, ok, j'ai compris, quoi. Oui. Elle n'a pas besoin, en tout cas pour moi, elle n'avait pas besoin de me faire la leçon 2 fois. Et puis il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours de dirigeant. Oui. Bon, il n'est plus là, il est décédé, mais j'ai rencontré un homme extraordinaire, Jacques Rouigard, président de la Ligue de foot de Guadeloupe, avec à ses côtés Maître Marianne. Et ce sont ces gens-là qui étaient mes modèles, quoi. Oui. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, il faut qu'un jour que j'arrive à être comme ces personnalités. Oui. Et d'ailleurs, c'est Michel Benjamin, que je recite à nouveau, qui était à l'époque président de la SS, qui un jour me dit, bon, maintenant, il faut que tu prennes des responsabilités à la Ligue de foot. Oui. Alors, j'étais simple dirigeant de club à l'époque. Et je lui dis, mais non, je suis pas prêt. Il me dit, non, il faut te préparer. Et je rentre à la Ligue, à côté de Rouigard. C'est là que je découvre la Caraïbe, les matchs internationaux. Ensuite, maître... on peut le dire, hein, vous êtes parti à Porto Rico, à Saint-Domingue. Alors ça, c'est mon club. C'est mon club. Lorsqu'on a été champion, on a été représenté le championnat de la Guadeloupe à Saint-Domingue, en Haïti. Mais la première fois, lorsqu'on est allé à Porto Rico, on était 4e du championnat. Le président de la Ligue de l'époque, Joseph Séné, qui est un Saint-Rosien, il m'appelle en me disant, j'ai un problème, les 3 premières équipes ne veulent pas aller en CONCACAF. Alors je t'appelle pour savoir si ça t'intéresse. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est oui. Il me dit, ah bon, je dis, non, j'y vais. Et j'appelle les autres dirigeants, je leur dis, bon les gars, je viens décider. On me dit, mais président, tu es fou, on va comment? Je dis, on verra. Et on est parti à Porto Rico. Mais j'avais fait ça parce que j'avais besoin
on dirait aujourd'hui, d'upgrader mon équipe, les dirigeants, les joueurs, le staff, pour qu'ils voient autre chose, quoi. Et quand vous arrivez à Porto et que vous voyez l'équipe contre laquelle vous allez jouer avec l'entraîneur que j'avais, Michael Germain, c'est là qu'on découvre tout de suite que bon, nous ne jouerons pas dans le même casier, quoi. Mais ça m'a édifié et c'est avec ça que j'ai commencé à construire notre USR. Très bien. Est-ce que vous auriez pu vous occuper de jeunes en grande difficulté? On parle beaucoup de Saint-Jean-Bosco, des enfants très difficiles, et puis les mettre dans le sport et vraiment leur donner une ligne de conduite et puis les amener vers l'excellence. Alors, ce que vous ne savez pas et que peu de gens savent, c'est qu'en fait, j'étais dedans. Parce que mon épouse travaillait à Saint-Jean-Bosco à l'époque. Ah ben écoutez, je vous promets que je ne le savais pas du tout. Très bien. Et donc, c'est elle qui a attiré mon attention sur les jeunes en difficulté. C'est elle qui me disait des fois, il faut que tu fasses attention, tu as des jeunes autour de toi, il faut que... Bon, et c'est avec elle aussi que j'allais chercher des jeunes à bas de la source, à carénage, en voiture, tard le soir. Donc, j'ai baigné un peu dans ça avec elle. Donc, quand je suis arrivé en tant que dirigeant de foot, elle a attiré mon attention sur ces gosses difficiles. Vous savez, quand vous avez un gosse qui vous dit, président, qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Je n'ai rien là, je vais me suicider. Qu'est-ce que vous répondez à ce gosse-là? Ah ben justement. Eh ben, c'est lui dire, ok, je comprends mais viens me voir, viens à la maison, etc. Et c'est bizarre, ça me fait du bien de parler de ça. Vous savez pourquoi? Souvent j'entends les gens dire, les jeunes sont pas sérieux, les jeunes sont pas sérieux. Sauf qu'à l'époque, les jeunes étaient comme ceux d'aujourd'hui. Sauf que c'est le contexte qui a changé. Eh ben, je me rappelle un jour, j'avais fait venir toute l'équipe de jeunes de USR que j'entraînais à l'époque, passer chez moi, après le match, en leur disant, bon, je vais vous inviter à manger, etc. Vous savez, c'est extraordinaire de voir des jeunes faire attention à la maison de Madame Yakou. Ça veut dire faire la vaisselle, balayer, faire attention pour le moins de mie de pain ne tombe par terre. Et moi, je les regardais, je me disais, et dire qu'on dit qu'ils sont pas sérieux. Et ben voilà, c'est ça que j'ai retenu. C'est que quand les jeunes voient que vous êtes vous-même exemplaire, que vous êtes accueillant, ils savent être, selon moi, au rendez-vous. Bon, aujourd'hui, par exemple, je vois quelques jeunes à Sainte-Rose, je suis plus aux affaires. Mais j'ai connu, dans mon équipe de foot, des personnes qui se droguaient. L'entraîneur me dit, un tel ne va pas jouer. Je dis, mais pourquoi? Ah, il se drogue. Je dis, ah non, je fais pas l'équipe, mais par contre, celui-là, il va jouer parce que s'il joue pas, je pense qu'il va s'enfoncer. Donc j'ai imposé ce joueur dans l'équipe. Ça l'a sauvé? Oui, ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Et après, quand vous le voyez me dire bonjour président, c'est là que vous voyez que vous avez, à un moment donné de sa vie, vous avez joué un rôle, quoi. Vous avez fait quelque chose. Et donc c'est des petits tableaux d'honneur que j'aime bien recevoir quand je les regarde. Ils ont aujourd'hui 50, 60 ans. Par exemple, je m'en rappelle, bon, il y en a qui vont comprendre de qui je parle. Un jeune qui était un vrai chef de réseau à Sainte-Rose. Un jour, je l'arrête, je lui dis, j'ai besoin de te voir, et je l'agresse un peu, quoi, parce que je savais qu'il avait des bêtises. Et il me dit, oui, président. Et ses amis lui disent, comme ici, il s'est retenu, il dit, non, les hommes. Ici, c'est président, moi. Donc, les autres, faites attention. Et je peux vous dire, c'est un bon bandit. Donc, c'est pour vous dire que tous ces jeunes-là, ils savent à quel moment ils doivent avoir du respect vis-à-vis de X, Y, Z. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas dérapé depuis, mais c'est cette relation-là que j'ai eue avec certains d'entre eux. Vous voyez? Et donc, moi, je me rappelle un jour, j'avais fait une grande fête, enfin, l'équipe de basket avait fait une grande fête lorsqu'on avait été champion. J'avais mis à leur disposition ma maison. On ne s'est occupé de rien. Sauf que j'ai des personnes qui viennent me voir le lendemain, me disent, mais Henri, ou fou? Paquetti, bandit à Casa, là, comment on va faire ça? Je dis, mais non, mais c'est des jeunes qui sont dans le sport, ils ont des amis qui sont un peu délinquants. Je peux pas leur dire, je vous prête ma maison, mais tel pas là-dedans. Donc, c'est tout ça qui fait que je dis qu'à un moment donné, lorsqu'on est dirigeant, il faut savoir être à la hauteur de ces jeunes et prendre le risque, des fois, qu'ils vous agressent aussi. Mais Dieu merci, je n'ai jamais eu ce genre de problème, quoi. Et ni mon épouse, d'ailleurs. Votre vision du bénévolat aujourd'hui, par rapport à vos débuts, vous trouvez que... Je pense qu'il y a une grosse crise du bénévolat aujourd'hui en Guadeloupe. Et selon moi, mais je suis peut-être l'un des seuls à défendre cette thèse. On a quelques autres dirigeants, je pense notamment... même le maire de Pointe-Noire, qui est un ancien président de la Ligue d'athlétisme. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, compte tenu de la puissance du sport,
je parle pas du sport guadeloupéen, je parle de l'écosystème sport en Guadeloupe, dans le monde, etc. Bon, quand je vois des jeunes qui jouent au basket et qui regardent que les matchs de NBA, il faut pas faire semblant de ne pas comprendre ce que ça veut dire pour eux. Donc moi, aujourd'hui, je pense que le bénévolat est nécessaire, mais il ne peut plus continuer comme ça. Cette époque où moi j'étais bénévole à 100%, c'est plus possible. Il faut trouver des formules, défiscaliser, donner. En fait, les attirer pour leur donner envie dans cette société qui va très vite, qui change très vite. Ouais. Et comme je défends depuis quelques années maintenant une certaine professionnalisation du sport, donc vous voyez bien que je suis plus dans la notion de bénévolat, quoi. D'accord. Vous êtes aussi, donc on parle beaucoup de la jeunesse. Hein, vous avez créé, c'est une entreprise, une association Écosystème. Écosystème, c'est une entreprise associative, c'est-à-dire que c'est un statut d'association, mais que c'est une entreprise qui doit être gérée comme une entreprise. Et en fait, dès le départ, nous avions considéré, alors je sais qu'on ne doit pas parler de politique, mais de la gestion municipale, qu'il fallait que la ville se positionne par rapport aux chômeurs de longue durée. Donc très vite, on avait décidé de s'intéresser à la question. Et quand nous avons bien bataillé avec les instances nationales pour lancer ça à Sainte-Rose, le maire a considéré que je devais prendre la responsabilité de cette association. Et donc cette association fonctionne déjà depuis trois mois. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un premier rapport. Vous savez, quand vous avez 50 000 euros que vous avez distribué, entre guillemets, en termes de salaire pour des chômeurs, il y en a 35 ou 40, je crois. Ça a du sens pour moi. Ben justement, en parlant justement de du chômage chez les jeunes, réellement, votre point de vue par rapport sans rentrer dans la politique, hein, là on parle vraiment de la société. Vous pensez vraiment que on a Enfin, comment vous posez cette question? On parle de chômage, mais on voit également qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas de salariés, de jeunes qui ont envie de travailler. Vous pensez que justement aujourd'hui, on devrait pousser les jeunes à travailler dans des entreprises ou bien dans des structures qu'ils n'aiment pas forcément, mais histoire de dire qu'ils vont travailler, ou bien il faut vraiment qu'ils apprennent un métier et qu'ils aillent vers le métier qu'ils ont appris? Alors, moi j'ai 3 idées sur cette thématique. D'abord, il faut tout faire pour que les jeunes travaillent dans leur commune. Parce qu'on a un vrai problème en Guadeloupe de mobilité. Donc, dire à un jeune que vous lui donnez le SMIC pour qu'il travaille à Jarry, je peux vous dire que des fois, il calcule avant de dire oui. Parce que moi, je connais les tarifs lorsqu'ils vendent des produits. Donc, il ne va pas venir dans votre entreprise. Par contre, s'il est au SMIC dans sa commune, il va être capable déjà d'accepter un peu le poste qu'on lui propose. Mais une condition, c'est que c'est la deuxième chose, qu'il ait obligatoirement une formation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de la même façon qu'on parlait du service militaire à l'époque, aujourd'hui, il faut qu'un jeune soit dans un service obligatoire de formation. Eh ben, ça tombe bien, vous savez, parce qu'on va faire un quiz tout à l'heure. Et ce quiz, ce sera justement en relation avec la jeunesse en action. Hein. Je vais vous en dire plus tout à l'heure. En gros, je vais vous donner des actions et vous allez me dire si selon vous, vous auriez approuvé, si vous auriez amélioré ou refusé ces actions en faveur des jeunes et de l'emploi. Voilà. On va marquer la première pause de l'émission, Monsieur Henri Yakou. On arrive déjà à la fin de cette heure. Hein. Oui, il est déjà 21h. Je rappelle aux auditeurs que je reçois donc dans cette carte blanche Monsieur Henri Yakou. Alors, quel titre que vous aimez bien qu'on vous donne quand on vous présente, Monsieur Yakou? Retraité. Retraité, tout simplement. Tout simplement. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, on va marquer cette pause. Oui. Allez-y. Je vous en prie. Vous savez, quand j'ai pris ma retraite, il y a des amis ou des personnes qui me disaient, la caisse ne te manque pas, ton poste de directeur ne te manque pas. Je dis non, j'ai tout laissé à la caisse. Parce que j'ai toujours dit, je m'appelle Henri Yakou, pas le directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale. Eh ben, très bien. Vous aviez déjà préparé votre retraite ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à la retraite et qui sont perdues. Hein. Non. Ah oui, bien sûr, j'avais... Bon, vous savez, quand vous êtes... Et que vous avez beaucoup d'activités, que vous faites beaucoup de choses. Vous savez, lorsque quand vous êtes salarié d'une entreprise depuis tantôt, et que vous avez toujours eu vos salaires, vos déclarations ont toujours été faites, quand vient le moment de la retraite, c'est juste une formalité. Très bien. C'est difficile quand vous avez travaillé 5 ans ici, 6 ans ici, 5 ans... Vous n'avez pas été déclaré. Quand vous venez à la retraite, c'est une galère. Bon, moi, c'était pas mon cas. Vous étiez au même endroit, à la même. Voilà, j'ai toujours été dans des entreprises bien organisées, avec toujours des salaires payés. Donc, c'était facile de liquider ma pension de vieillesse, quoi. D'accord. Très bien. On va marquer cette pause, Monsieur Yakou?
On se retrouve dans quelques secondes. Il est 21h, bienvenue à vous. L'heure avec les climatiseurs. Ici, pas de censure. Juste la vérité brute et sans filtre. La carte blanche qui reçoit ce soir Monsieur Henri Yakou, qui est l'ancien directeur général de la Sécurité sociale, qui est également l'ancien président de l'USR. Monsieur Yakou qui est très humble, et puis c'est vrai que c'est très important dans cette société où on est souvent en manque de repères, d'avoir de grands personnages, de grandes personnalités qui pourraient inspirer et puis peut-être donner à cette jeunesse de nouvelles ambitions et d'y croire tout simplement. Donc je parlais, Monsieur Yakou, tout à l'heure de votre retraite. Donc tout était mis en place, tout s'est bien déroulé. Eh ben, écoutez, côté sport, il y a des personnes qui vous aiment beaucoup, qui vous apprécient beaucoup, on va dire. Et je vais lire un message, ça va être plus simple. Je salue bien bas mon grand ami Henri. Je suis en train de fêter la victoire avec les dirigeants et les joueurs du CSL. Ah oui. Henri est un grand monsieur qui fourmille d'idées et de bonnes, avec plusieurs points d'exclamation, qu'il n'oublie pas notre repas qu'il doit organiser. Très bien. Ça, c'est le président du CSM, Marie-Jo Arconte. Très bien, voilà, on le salue. Vous savez qu'il était à votre place également, mais c'est quelque chose. C'est vrai que quand j'ai appris qu'il était ici, je me suis dit, bon, s'il est venu, c'est que, bon, il faut pas que j'ai peur de venir aussi, quoi. C'est quelqu'un de très important aussi pour moi. Vous savez, il y a dans mon parcours des personnes, à chaque étape, peut-être qu'on va en parler, qui sont entrées dans ma vie, mais ils savent même pas ce qu'ils m'ont apporté. Marie-Jo Arconte, c'est Léa Arconte, son frère, Martial, lui-même et son frère Maurice, et puis ainsi que leur sœur. C'est des gens qui, à un moment donné de ma vie, je les regardais fonctionner. Pour moi, c'était des exemples aussi. Alors, je pense que eux aussi me regardaient de la même façon. Mais c'était important. Pourquoi? Parce que dans le sport, et notamment dans le foot, vous avez le président Arconte, mais vous avez quelqu'un qui est décédé. Lui, c'est le sommet du sommet, c'est monsieur Lubé Angoli, le président de l'Étoile de Mornalo. Et donc, ce sont ces personnes-là que j'ai fréquentés, notamment la Ligue de foot, avec Jacques Ouillard. Et c'est pour cette raison que on s'apprécie, on se respecte. Et moi, j'ai toujours dit, par exemple, j'étais président d'un club qui s'appelle USR, mais le club des grands, je suis pas dedans. Le club des grands, c'est CSM, c'est Noir, c'est SS, c'est Restar, c'est Juventus. Mais quand même, quand on parle de l'USR, on a fait c'est quelque chose aussi. Un petit parcours avec 2 titres et compagnie. Vous savez, les CSM, 19 titres de champion, vous allez où avec ça? Vous ne jamais pouvoir battre le CSM. Même si je restais président 20 ans, je ne pouvais pas. Et donc, je suis très content de voir qu'il écoute l'émission et je vous remercie pour ces Vous allez félicitations. voir, une fois que vous serez sorti de ce fauteuil, vous n'allez plus pouvoir vous empêcher d'écouter la carte blanche. Il y a un club qui se met en place petit à petit. Et c'est formidable. Merci beaucoup à vous, les grands hommes de Guadeloupe. Alors, donc, on va parler des 4 temps forts de votre vie, des périodes qui vous ont marqué, que ce soit dans la joie ou dans la peine, et qu'on aimerait bien que vous partagiez avec nous ce soir. Un premier temps fort, ou une date, ou une période. Il n'y a pas de date précise, mais les temps forts, c'est à des moments peut-être, le contexte, etc. C'est quand je prends mon poste de directeur ici et j'ai le sentiment que je vais avoir un malentendu, des quiproquos, des ambiguïtés dans la relation avec les syndicats, et notamment le syndicat majoritaire à l'époque de la Caisse, l'UNAS du GTG. Et j'ai le sentiment que, que je ne saisis pas bien les enjeux, etc. Et je vais rencontrer quelqu'un qui était très important pour moi dans mon parcours de citoyen, Théonisé Nomertin, secrétaire général de l'UTA l'UPG à l'époque, de Sainte-Rose comme moi. Et je vais le voir parce que j'avais besoin de son avis en tant que syndicaliste. Vous savez, c'est un moment très fort pour moi parce que, vous savez, quand vous sortez de la Caisse, je viens avec ma voiture, mon chauffeur, que je débarque chez lui. Je dis voilà, on vient voir parce que il m'appelait secrétaire aussi, il me dit secrétaire, Amanik Gonzafa a dit premier temps il a dit quoi vous grand directeur, gars là ou quoi sortir quoi vient voir tête. Alors je dis non, mais il dit non, parce qu'il y a d'autres qui sont aussi importants qu'en Guadeloupe, mais il n'y a pas venir voir moi là mais je dis non,
je sais que tu vas pouvoir m'accompagner, me donner des conseils. La deuxième chose qu'il me dit, et là je le dis de façon très très franche et que personne ne dise que maintenant qu'il est mort, je m'en suis il me dit, bon, par contre, faut attention, en connaître vous, en connaître ça ou quoi défendre, en connaître l'engagement pour la Guadeloupe, mais, pendant pas vous qui venez fou. Alors, je lui dis, comment ça? Il dit, moi, Henri, syndicat a joué rôle là, vous jouez tard en tant que directeur. Alors, je lui dis, mais non, il dit, mais non, n'importe d'autre bite m'a dit, c'est vous qui devez jouer le rôle de directeur. Par contre, en très content que vous venez voir moi. Et donc, quand vous entendez quelqu'un d'aussi important vous donner un tel message, vous dites, bon, ok. Donc, il m'a, comment on dit en management, il m'a réassuré de mon poste en me disant, non, te trompe pas. Ok, il y a un syndicat qui doit te poser des revendications, mais n'oublie pas que c'est toi le directeur et fais ton job de directeur parce que je connais tes valeurs, je sais ce que tu défends. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui est peut-être simple comme situation, mais ça m'a marqué. Alors, il y en a qui vont voir des coachs et compagnie. Moi, c'était lui que je sentais le besoin d'aller le voir. Très bien. Et il m'a rendu ça... C'est quand même un beau paradoxe, quand même. Oui, et il m'a rendu ça de façon majestueuse, en me disant, non, déjà, quand sorti en bureau, vous moi, à Galba, Sainte-Rose, à Moustique. Mais pourquoi spécialement lui? C'est parce que dans tous les mouvements sociaux qu'il y a eu à Sainte-Rose, notamment les années 75, c'était, il y avait lui, il y avait d'autres Saint-Rosiens, Albert Matewa Parsad, il y avait camarade Jean, comme on dit à Sainte-Rose, au Lamentin aussi en Guadeloupe. C'est des gens que je regardais, parce que j'étais très engagé à leur côté, mais je regardais qu'est-ce qu'ils dégageaient par rapport à ce que moi j'étais. Moi, j'étais un étudiant, j'étais un intellectuel, j'étais un directeur. À l'époque, j'étais pas encore directeur, j'étais sous-directeur. Mais j'avais besoin de voir ces gens-là à l'œuvre, quoi. Et c'est eux qui m'ont enseigné, entre guillemets, la relation avec les syndicalistes et compagnie. Alors après, il y en a qui n'ont pas compris ma démarche. Mais je pense avoir tenu, entre guillemets, la caisse générale, malgré l'adversité, mais j'étais vraiment authentique dans ma façon d'être, quoi. J'étais pas un patron qui n'aime pas les syndicats. J'ai toujours respecté les syndicats. D'ailleurs, j'avais une blague que je faisais à la caisse. Je disais aux syndicalistes, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, y compris de mettre un chat sur le bureau de chaque agent pour qu'il travaille bien. Sauf que je vais vous dire que c'est pas prévu dans la convention collective. Je vais pas me moquer de vous en disant, quand je commande des lazos fous et compagnie, j'étais très respectueux de la demande du syndicat. Je méprisais pas la relation avec le syndicat. J'étais très attentif à ce qu'ils se demandaient parce que j'ai appris aussi de mon parcours que il y a deux signaux pour manager. Il y a des signaux forts que vous voyez, exemple, la caisse où vous arrivez à jouer barré, ben, ça c'est un signal fort. Par contre, il y a des signaux faibles qu'il faut savoir détecter aussi avant qu'un signal fort arrive. Et donc, je passais une bonne partie de ma gestion à manager ces situations pour assurer la continuité du service public. Très bien. Une deuxième date? Alors, la deuxième date, c'est quand même le décès de mon ami Joël Dardé. J'ai eu le sentiment d'avoir perdu une partie de mon corps parce que c'était la personne qui était mon confident, qui, par exemple, c'est quelqu'un, par exemple, qui m'appelait, beau frère, là, il y a un dire, un bureau, mais, pourquoi travailler trop? Descendre. Vous savez, je fermais mon bureau, je partais, je descendais. Et quand j'arrivais au bord de mer, avec sa mère et ses sœurs au restaurant, j'avais un repas qui m'attendait, etc., quoi. Donc, c'était un équilibre pour moi. Et le jour où il disparaît, ça m'a marqué, vous savez pourquoi? Parce que le samedi, je vais au bord de mer avec des amis, on est là, et il a une grosse grippe. Alors, je lui dis, est-ce que tu as vu le médecin? Il me dit, ouais, j'ai vu le médecin. Je dis, laisse-moi voir l'ordonnance. Je regarde l'ordonnance et je me dis, mais non, c'est pas possible. Ce qu'il a là, je suis pas médecin, mais je suis à la sécurité aussi depuis longtemps, je fréquente le monde médical. Je dis, mais comment c'est seulement ça qu'on lui a donné? Et je descends de sa chambre et je dis aux amis, bon les gars, Joël très malade là. Il dit, mais arrêtez là. Mais Joël a dit, non, j'ai la bébé. Voilà qu'on est bougard, c'est blague qu'a fait. Je dis, mais non, il est très malade. Je remonte le voir. Je lui dis, Joël, demain matin, je vais te chercher, on va aux urgences. Le lendemain à 7h encore, mon frère m'appelle, me dit, Henri, tu es au courant? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Joël est décédé. Et vous savez, il m'a appelé le matin. J'ai pas répondu sur le portable. Et sa mère m'a dit, Henri, depuis bon matin, Joël a crié. Beau frère m'a dit, mais qu'il vient chercher moi pour mener aux urgences. Et donc, j'ai ça là parce que
j'ai eu le sentiment que j'ai raté quelque chose, quoi. Alors que c'est moi qui étais à l'origine de lui dire que je vais le chercher. Je venais le chercher. Et il m'a laissé un message avant de mourir, que j'ai jamais écouté. J'ai pas eu le courage d'écouter le message. Parce que je sais ce qu'il m'aurait dit. Il m'aurait dit, beau frère, alors laguer Bougao. Une phrase comme ça, parce qu'il m'attendait. Sa mère m'a dit, Henri, Joël, t'es qu'à attendre vous. Bon, c'était un dimanche matin, je me suis pas réveillé très tôt, quoi. Et c'est mon frère qui me dit ça. Ça, c'est le deuxième moment qui m'a marqué. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, quand je vais au bord de mer, c'est plus la même chose parce qu'il avait sa place, moi j'avais la mienne. Oui, je comprends. Et tout le monde savait que dès que j'arrivais, où j'étais assis. Bon, ça j'ai perdu quelque chose de très très important en termes d'équilibre. Et pourtant, bien longtemps avant, on a eu une sacrée histoire entre nous. Oui. Et je m'en rappelle, à l'époque, je lui ai fait une belle lettre en lui disant, en fait, c'est parce que je suis ton ami que je te respecte, que je m'autorise à te dire tout ce que je te dis dans ma lettre. On s'est rencontrés, il m'a tenu, il a pleuré, il a dit, Bouffé, nous allons arrêter tout ça, ça finit. C'était plus facile à écrire qu'à dire. J'avais besoin d'écrire ça parce que je n'arrivais pas à l'exprimer oralement. Mais j'avais besoin de lui dire ce que je ressentais dans ce désaccord qu'il y avait entre nous, alors qu'en fait, on a tout été bien ensemble, quoi. Très bien, très bien. Une troisième date? Ah là là. Une troisième date, c'est le jour où le conseil d'administration de la Caisse me nomme directeur de la Caisse générale. Oui. Alors, ce jour-là, Monsieur Yakou, vous êtes retenu pour être directeur général de la Caisse générale. Je prends l'information. Bon, j'appelle mon frère, mes sœurs, et puis on fait une petite fête de famille quand même. Et ma mère, on va la chercher pour qu'elle vienne à la maison. Mais ma mère avait déjà un début d'Alzheimer. Donc elle arrive à la maison et on lui dit, Yakou, nous demandons au vin parce que le garçon a passé directeur général à la Caisse Sécurité sociale. Vous savez, quand je vois ma mère arriver pour monter une petite marche, elle met la jambe sur la première marche, elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit, Henri, oh René pour y voir ça. René, c'est mon père. Et vous savez, pendant toute la soirée, j'étais à me dire, c'est pas possible. Tous on est restés scotchés, on comprenait pas, alors qu'elle a Alzheimer. Mais pendant une fraction de seconde, elle a eu besoin de nous dire, il manque maintenant que ton père. Oh, c'est très touchant ce que vous dites. Ah non, mais ça, d'ailleurs, mon épouse qui doit entendre, doit se dire que ce soir-là, elle me dit, mais non, faut que tu comprennes. Je dis, non, je vis ça très mal de voir ma mère demander que mon père soit là, alors que moi, je m'attendais pas à ce qu'elle me dise ça. Quand mes sœurs me disent, ah, Henri, c'est dommage que papa soit pas là, tout ça. Et quand c'est elle qui arrive, elle s'arrête, hein. On a nommé ton fils directeur général. Elle s'arrête, elle me dit, Henri, oh René, pour y voir ça. Et là, je me suis dit, c'est comme si j'avais le sentiment, c'est comme si elle disait qu'elle avait réussi, entre guillemets, un parcours d'un de ses enfants, quoi. Parce que pour elle, c'était comme si, il lui manquait son mari, quoi, pour voir que son fils était aujourd'hui. C'est vrai, peut-être qu'à ce moment-là, en une fraction de seconde aussi, on revoit son enfance, où on est né, J'ai appris où on par a des grandi. amis médecins que ça se fait. Mais nous, ça nous a fait du bien de l'entendre dire ça, mais en même temps, on était malheureux, quoi. Vous voyez, j'en parle là, je suis très ému parce que ça m'avait marqué. Ça, c'est le troisième, alors je suppose qu'il y en a d'autres. La quatrième, ça sera la dernière, il en faut 4. Alors, c'est... En fait, tous les moments majeurs que j'ai vécus au niveau de mon club sportif. Alors, pourquoi c'était important pour moi? C'est que quand le club a été créé en 1963, le premier président du club, qui s'appelle M. Jean Daniel, il m'avait expliqué qu'un soir, les 3 ou 4 équipes de Sainte-Rose s'étaient rencontrées à Sainte-Rose, et en additionnant les buts qu'ils avaient encaissés, ils avaient dû encaisser 20 buts à 0. Et donc, ils avaient décidé de faire une seule grande équipe. Mais on est resté pendant plein d'années à courir après des titres de champion et compagnie. Et moi, quand je sors de Guyane, d'ailleurs, je dis à des amis qui sont au club, je pense avoir trouvé comment gérer USCA pour qu'on devienne champion. Parce que j'avais travaillé avec un président de club en Guyane qui était très chef d'entreprise dans sa façon de faire. Et donc, quand je prends la présidence du club, j'ai que ça en tête. Et j'ai rencontré 2 grandes personnes qui m'ont permis, en dehors des dirigeants, hein, je pense au début, après il m'a abandonné, mais je pense à Joël Chicaté, qui c'est des grands dirigeants. Après, il y a eu Patrick Clotaille, Salif Siani, Jean-Patrick Saint-André. Bon, il y a une dame extraordinaire qui s'appelle Hélène et Marthe. Ce sont 2 femmes qui étaient à mes côtés
sans jamais rechigner, exemplaires dans leur engagement. Mais j'avais besoin de démontrer qu'on pouvait être champion à Sainte-Rose. Et donc, on est parvenu en cyclisme, parce que j'étais aussi dans le vélo, avec une grande équipe qui s'est appelée à l'époque l'équipe Orange. Ensuite, on a eu un titre en basket, champion de la Guadeloupe, champion anti-Guyane. Et en football, on a été champion 2 fois, on a gagné la Coupe de la Guadeloupe, on a été 2 fois, une fois ou 2 fois en finale de la Coupe de France zone Guadeloupe. Mais j'ai fait ça parce que j'ai rencontré 3 personnes extraordinaires en termes de manager, d'entraîneur. Oui. Au cyclisme, monsieur Fritz Samut. Au football, monsieur Camille Choquier. Et au basket, monsieur José Autrante. Sans ces personnes, moi, je pense que j'aurais été un dirigeant certainement engagé, compétent, mais il m'aurait manqué, j'allais dire mon pendant, parce qu'en fait, je pensais que je pouvais porter quelque chose, mais ce que je ne savais pas porter, c'est la partie sportive pure. Quoi. En fait, ce qui est bien dans ce que vous dites, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul, non, on jamais. a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre. C'est vrai, on se réalise pas seul. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas comment ça a impacté ma façon de voir la gestion d'un club. Fritz Samut, pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs qu'il y a dans le cyclisme amateur en France. Il est basé en Guadeloupe. Camille Choquet, c'est un ancien professionnel que j'ai fait venir parce que j'avais besoin d'un électrochoc à Sainte-Rose. Et José Autrante parce que j'avais des relations avec lui depuis tantôt, mais il y avait quelque chose en plus chez lui. C'est le fils d'une grande dame de la sécurité sociale. D'accord. Qui a été mon souffre-douleur, mon confident, ma confidente, la personne à qui j'avais confiance, mais qui avait aussi confiance énormément en moi. Oui. D'ailleurs, c'est avec ces gens-là que j'ai appris la sécurité sociale. Je pense à Madame Autrante, je pense à Madame Biral, Madame Egésip. Toutes ces personnes, ce sont des gens qui m'ont un peu fabriqué en termes de manager. D'ailleurs, Madame Biral, c'est elle qui disait, même si il faut comprendre, nous, vous sont cas d'en fait. Elle est apparentée avec notre Biral d'ici? Je pense que c'est du haut de la haut. En tout cas, elle, non, c'est une dame de Marie-Galante, c'est une famille du médecin de Marie-Galante, là. Très bien. Mais son mari, certainement, c'est Hans Bertrand Petit-Canal. D'accord, très bien. Mais c'est ces gens-là. Elle me disait, vous sortez fait utile ou passez concours national, vous sont cas d'en fait. Nous, c'est des petits cas d'en bois. Mais c'est ces gens-là qui m'ont vraiment montré la mécanique et qui m'ont donné l'amour du travail que je faisais à la caisse parce que c'est des gens qui étaient engagés. J'ai vu des femmes à la caisse à l'époque travailler jusqu'à la dernière minute avant d'accoucher. Alors, Monsieur Yakou, vous avez des filles qui sont en activité et qui travaillent. Donc, elles vous racontent forcément parfois comment ça se passe au travail. Est-ce que vous sentez qu'il y a une transmission qui se fait de votre génération à celle de vos enfants? Non, je pense pas. Oui. Je pense qu'elles... Bon, je parle pas forcément de vos filles. Non, j'ai donné un exemple comme ça, mais en général. Je pense qu'il n'y a pas assez de... C'est pas naturel, voilà ce que je voulais dire. Bon, moi, quand je vous parle de toutes ces personnes que j'ai citées... Justement, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je vois que vous avez été bien accompagné. Ah non, je vois bien comment... Bon, vous avez une autre dame qui était à l'accueil de Bergevin, Madame Martol. Mais c'est des phénomènes, ces personnes. Vous voyez? Quand ces gens-là me disaient, bon, il y a quoi chez toi, là, on va t'expliquer comment ça marche. Pourtant, je suis leur chef et compagnie. Ben, vous êtes obligé de vous asseoir parce qu'ils connaissent. Et j'étais arrivé à créer cette relation entre eux et moi. Et je pense qu'ils me rendaient bien. On a fait des choses extraordinaires. Exemple, avec Madame Autrante, j'ai créé l'accueil d'essai. Alors, quand je vous dis ça, vous n'allez pas comprendre. On écoutait dans le service tous les matins les avis d'obsèques. Et quand on avait fini d'écouter la visite d'obsèques, on allait dans les fichiers, regarder telle personne est décédée, qui est dans la famille, quel droit qu'il y a, etc. Et la chance que j'avais à l'époque, c'est que j'avais un agent qui s'appelait Monsieur Morin, qui était très, très catholique. Tenez-vous bien, écoutez ce que je vais vous dire. Ce monsieur-là, le soir, il allait dans la famille, en veillée, pour prier dans la famille. Et quand il a fini de prier, il dit, voilà, je me présente, je suis monsieur Morin de la Sécurité sociale. Je suis venu vous dire, vous avez droit à ça, voilà l'imprimé et compagnie. Je parle de ça parce que des fois, quand j'entends les gens parler de, c'est des mots à la mode, aller vers, etc. Bon, tout ça, c'est des trucs à la mode. Mais on était déjà dans cette perspective des choix à l'époque. Mais c'est pas venu de moi. C'est venu des gens comme Madame Autrante, comme Madame Congré, des gens qui étaient habités par l'idée de servir les Guadeloupéens au niveau de la protection sociale. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans les rapports humains, j'entends, de ce manque de transmission maintenant et d'amour du prochain? Je pense que, alors c'est une
ce que j'aime pas trop parce que je pense qu'on parle trop de ces trucs-là et on fait pas assez, on le démontre pas assez. Oui, oui. Moi, personnellement, vous me faites parler beaucoup ce soir, donc je dis des choses. Est-ce que vous êtes à l'aise pour si, parler je suis ce très soir? à l'aise. Ça D'ailleurs, va? je me livre pas toujours comme ça. Hein. Ah ben, très C'est bien. vraiment parce que, bon, il y a des gens qui m'ont appelé en me disant que Jacques Bad est passé. Alors, quand il est passé, je me suis dit, bon, si ces gens-là sont passés, ça, c'est possible, quoi. Parce que des fois, on se dit à quelle sauce on va être mangé aussi, hein, dans vos micros, vos radios. Non, je viens parce que je le fais parce que je pense que, et c'est monsieur Ibalo José qui me l'a dit, je pense que c'est aussi une façon pour moi de transmettre un certain nombre d'informations, de transmettre une philosophie, des valeurs, et puis l'envie aussi de certaines personnes de chercher à m'arrêter pour me dire, Yakou, je t'ai entendu dire ça, c'est pas possible, comment tu as fait, etc. Je suis, vous savez ce que je dis souvent aux jeunes aujourd'hui? Je suis à votre disposition. Consommez-moi. Oui. Prenez tout ce que je peux vous donner. Parce que je pense avoir eu un parcours qui m'autorise, en tout cas, à dire, voilà comment moi j'ai fait. Alors, j'ai peut-être fait mal des fois, mais si je vous dis que j'ai fait comme ça, c'était mal, au moins vous savez que si vous prenez cette option-là, peut-être que ça va pas aboutir à de bons résultats, quoi. Mais je le partage. Vous le partagez. Oui. Et en parlant de partage, il y a quelqu'un qui partageait son café avec vous. Il s'appelle Mozart. Bonsoir Cindy. Bonsoir Mozart. Bonsoir le retraité, qu'il dit. Avec ce retraité de la carte blanche, ce retraité est monté en gamme ce soir. Je fais un passage à la caisse. J'allais à son bureau prendre du café signé Mozart. Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Ça vous parle? Si. Bon. Ça aussi, c'était quelque chose qui était important pour moi. Oui. D'ailleurs, les collègues disaient, Yakou, c'est soi-disant carré, des compagnies, mais depuis Waveway, pour t'être toujours ouvert. J'ai toujours été celui qui, d'ailleurs, j'aimais défendre des causes perdues. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais encore sous-directeur, quand on avait un collègue qui était en difficulté dans un service, monsieur Touré m'appelait, me disait, bon, monsieur Yakou, on a tel problème. Et comme je dis, donnez-moi cette personne, mettez-la avec moi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai toujours été un peu comme ça, quoi. Il y en a qui vont certainement se reconnaître s'ils écoutent, là. Très bien. Donc, j'étais un peu, mais vous savez, c'est plein de choses, hein, que vous m'obligez à dire, là. Je vous oblige pas. Non, je vous laisse vous livrer. Voilà, je me livre parce que oui. J'ai aussi connu dans mon parcours professionnel un grand monsieur qui était lui aussi un grand directeur de l'autre côté, c'est-à-dire de tout ce qui était DAS, inspection sanitaire et compagnie, Pierre Renette. Alors, quand je parle des deux mentors que j'avais sur le plan professionnel en protection sociale, c'est Jacques Taurin d'un côté et Pierre Renette. Mais c'était deux personnalités différentes. Jacques Taurin, c'était l'engagé, le mordu de travail et compagnie. Et Pierre Renette, ce que j'aimais chez lui, c'était presque un esthète du travail, quoi. C'est quelqu'un, il transformait une réunion, il transformait le travail en un plaisir de faire des choses, quoi. Très bien, oui, je vois. Et en plus, ça correspond bien au personnage que je crois connaître un peu, quoi. Mais ils m'ont tous les deux marqué. Et moi, je pense que j'ai essayé de prendre un peu de chacun d'entre eux, quoi. Très bien, très bien, très bien. Nous avons vu vos 4 temps, vos 4 dates importantes, vos quatre temps forts. Nous allons maintenant passer à votre playlist. Nous allons voir donc quelles sont les chansons que vous avez sélectionnées ce soir. Shirley Anne à la réalisation qui va nous permettre donc d'écouter ces chansons. On va commencer avec donc un premier titre. Vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson, bien sûr. On prend le soin de l'écouter? Oui. On l'écoute. Et loin haut, ou qu'à voyager, bénédiction du ciel des doigts, ou qu'à voyager. Oui, moi, commander les réponses, lever la oui. T'embrouiller à moi, emmène-moi à l'îloire. Et loin, ou qu'à voyager, bénédiction du ciel et loi, ou qu'à voyager. Bénédiction du
c'est une chanson qui a été très 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 reprise. Le chanteur original de cette chanson, c'est Christine, le Déisien. Et là, j'ai trouvé le Saint-Rosien. Le Saint-Rosien, pardon. Et j'ai trouvé donc une version de Bertilli Anatole. Alors on avait le choix avec Vim, avec d'autres chanteurs. Il y a Candida aussi qui a repris cette chanson, Patrick Saint-Éloi également, et j'en passe. Alors pourquoi vous avez choisi justement cette chanson? Plein de raisons. La première, c'est que c'est Christine. Et Christine habite Cacao, enfin il habitait Cacao Sainte-Rose. Oui. Sa maison était pas loin de la maison de ma famille, de mademoiselle Mireille Grava, ma mère, qui est devenue après madame Yakou. Et à l'époque des lait roses à Cacao Sainte-Rose, c'est des choses qu'on peut pas oublier, quoi. Donc j'ai fait de cette chanson quelque chose de très important pour moi. D'ailleurs, il y en a qui savent même que le jour que je devais être enterré, c'est cette chanson-là qui devra m'accompagner. Très bien. C'est tout ce qu'il y a derrière ça. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, il y a une dame qui va se reconnaître. J'avais entendu son fils jouer au piano. Cette chanson, je lui avais dit que je souhaite, je sais pas quand je vais mourir, mais si je pouvais faire venir votre fils pour qu'il joue du piano pour moi à l'église, ce serait bien. Très bien, très bien. Je donne pas le nom volontairement, mais j'avais trouvé ça sublime comme interprétation, un peu du piano, mais comme si c'était de la musique classique, mais avec Éloi au fond. Voilà, ce sont ces raisons-là. D'accord, très bien. Dans votre commune de Sainte-Rose, si je vous dis par exemple l'arbre à pain. Ah, c'est Bicamoin. C'est là où j'étais, mon ami Joël Dardet, c'est notre Sénat, comme on disait à Wadapit à l'époque. Je salue Juditha, justement, j'en profite. Ouais. La famille Genteuil à Sainte-Rose. Alors, c'est une famille qui habite la Rayette, chez Médaillé, comme on a dit, mais qui a été, notamment, un d'entre eux a été quelqu'un de très important en Guadeloupe, parce que les belles photos de l'époque, c'est un des Genteuil qui les faisait. Oui, tout à fait. Gérard Genteuil. Très bien. Monsieur Yakou, nous allons écouter un autre titre. Je pense, oui, mais cette musique, c'est mon frère Alain, qui était notre modèle à tous dans la famille, et mon modèle aussi. D'ailleurs, dans la famille, on disait que il y avait 4 garçons, Alain et Henri et Richard et Guy. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir cette musique, parce que mon frère était un hispanophone, mais un malade, entre guillemets, de Cuba. Donc c'est tout cela que je veux exprimer. C'est lui qui m'a expliqué la révolution cubaine, la musique cubaine. Et donc, c'était comme un pinceau pour moi, quoi. Il fallait connaître les chansons par cœur, d'ailleurs. Et donc, il me faisait passer ça en boucle. On dit je disais en boucle, mais à l'époque, c'était, il faut que tu écoutes ça, etc. Et donc, bon. Et mon frère Alain, était aussi un très très grand danseur. Et vous, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes un grand danseur? Alors, il paraît que je suis un grand danseur de salsa, notamment. Ouais. Oh, pareil. D'accord, très bien. On était toute une équipe. Il y avait Joël Dardet à Sainte-Rose et Roger Charles. Et quand on se rencontrait, d'ailleurs, quand on sortait de Sainte-Rose, qu'on montait à Pointe-à-Pitre, on avait cette ambition de faire savoir qu'il y avait des salséros, il y avait des gens qui dansaient la salsa. Quand on disait t'es café bout de mal. Non. Ah oui, je suis un malade de la salsa. Oh, super. Et notamment du groupe qui est aujourd'hui leader sur cette musique pour faire danser, Cornelius Guerra, tout le monde à Sainte-Rose, tous mes amis savent que je suis... Vous savez, si j'avais de l'argent, j'aurais donné à cet orchestre de l'argent pour venir jouer que chez moi, quoi. Ah oui. Pour ma famille, pour mes amis, tellement je suis... malade de ce groupe, quoi. J'ai une petite surprise pour vous tout à l'heure. Ah bon. On écoute un autre titre de votre sélection, le groupe Cassave avec Patrick Saint-Éloi. En bas chaîne là, c'est pour faire référence à la discothèque ou... Non, pas du tout. Non. Vous savez, j'ai regretté lorsque Saint-Éloi soit décédé que ce soit à ce moment-là qu'on prenne le temps de découvrir les textes de ces chansons. Il a même fait, je crois, lui ou un autre, à l'époque à ça, une chanson sur la sécurité sociale, en termes de système de solidarité. Et en bas chaîne là, c'est pour moi important parce qu'en fait, il exprime un peu ce que chaque mai nous faisons au Guadeloupe. C'est le 27 mai, l'abolition de l'esclavage qu'on commémore. Et je suis d'autant plus intéressé dans la question que nous sommes en train de lancer à Sainte-Rose quelque chose que j'ai conçu avec d'autres élus, d'autres personnels de la commune. Mai des libertés. Alors, c'était en 2024, Mai des libertés.
Et il y a un des membres de notre équipe qui a porté quelque chose en plus, c'est Guy Lafage, qui est un auteur dramaturge. Il a dit qu'il fallait que dorénavant, ça soit un cri haut, mais de liberté. Donc, c'est tout ça qu'il y a dans cette musique pour moi, quoi. Très bien. On l'écoute? Ouais. On écoute. Je vais vous faire une confidence. C'est très tardivement que j'ai compris les paroles de cette chanson, hein, parce que quand c'est sorti, j'étais petite, certes, hein, mais c'est vraiment après parce que j'étais plus dans le tempo de la musique que dans les paroles. Et c'est bien après que j'ai compris. Ouais. On a été entraîné par la musique et la cadence pour danser, mais des fois on n'a pas pris le temps d'écouter les textes. Oui, oui, oui. Un autre titre de votre sélection. Allez, on va vers une autre génération. Kérosène. On écoute, après vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous l'avez choisi.
Kérosène avec le titre Madame. Alors quand j'ai pris le temps d'écouter les paroles, hein, j'avoue que j'ai tendance à déformer les textes. Ouais. Il y a deux vibrations chez moi quand j'écoute. La première fois que j'écoutais cette chanson, j'étais vraiment scotché par les paroles parce que c'est très très profond. C'est presque une ode à l'éducation. Et quand il dit quand on vient dit Timouna Madame, ça veut dire que c'est très actuel et ça va rester très actuel tout cela. Alors c'est ça qui m'avait frappé parce que je connaissais Kérosène parce qu'il est Sainte-Rose. Mais je suis pas de cette génération, j'écoutais pas. Mais le jour où j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, d'ailleurs, mes filles me disent des fois, mais comment tu fais pour connaître ces chansons-là? J'avais décidé donc de les écouter tous. D'accord. Parce que j'avais compris qu'il y avait un message de cette génération et il fallait que moi, je sois attentif, que je l'entende et que je m'en serve des fois, éventuellement, pour dire, mais voilà ce qu'un artiste de renom dit. Et donc, il n'est pas fou parce qu'en fait, un artiste en chanson, en général, passe un message. Oui, absolument, absolument. Ma petite surprise pour vous, Monsieur Yakou. Vous allez me dire si ça vous fait plaisir ou pas. Ah ouais. Aux premières notes, hein, tout de suite. Hein. Allez, on se fait ce petit plaisir, on écoute ça. Merci beaucoup. El cielo de harina de queso blanco y al sur una montaña de besos y miel. Ojalá que llueva a ver. Peinaron algo cero en trigo y mambuey, bajo la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el niño te de otras letras, lista mi cosecha artificiales, sembra una llanura devastada y fresca. Ah ben, Monsieur Yakou, alors, est-ce qu'on a envie de faire quelques pas à Toto si, c'est extraordinaire. Vous savez, quand de temps en temps je voyage, et notamment à la Saint-Domingue, je cherche comme un fou le spectacle de Conis Guerra. Oh, super. Eh bien, écoutez, c'est sur ce titre que nous allons marquer une nouvelle pause. Et on se retrouve juste après. On arrive à la fin de l'émission. On va passer au jeu. On va bien rigoler. Très chers auditeurs, c'est la carte blanche de Monsieur Yakou Henry. Il nous reste moins d'un petit quart d'heure à passer ensemble. Carte blanche, entre 20h et 22h sur RCI. Vous êtes une association, une commune, une petite entreprise, vous souhaitez diffuser une information importante, présenter votre programme et vos actions, bénéficier d'une communication de proximité et publier votre communiqué sur RCI. Notre site internet rci.fm et sur nos réseaux sociaux. Contactez-nous au 0590 83 96 96 ou par mail secrétariatgp.rcigroup.fr. Un jour, une entreprise. La Guadeloupe est de toute évidence une terre d'entrepreneuriat. C'est un système dans lequel beaucoup de personnes ne croyaient pas forcément. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un appareil qui a été adopté par une grande majorité des entrepreneurs. RCI valorise l'entrepreneur que vous êtes, votre activité, votre parcours, vos doutes et vos succès. Car entreprendre est un défi au quotidien. L'entrepreneur, si je dis ça, je résume souvent ça comme ça, c'est quelqu'un qui est une machine à transformer les problèmes qu'il reçoit en arc-en-ciel, autant pour son équipe que pour les clients. Un jour, une entreprise. Judith vous accueille du lundi au vendredi à 7h45 sur RCI. Vous souhaitez y participer? Envoyez un mail à judith@rcigroup.fr ou sur nos réseaux. Parce qu'entreprendre, ça belle. Compas, dancehall, concert en live. Toute la musique de la Caraïbe est sur nos web radios exclusives à portée de clic sur rci.fm.
Envie de musique? Compas, zouk, dancehall, musique traditionnelle, concert en live sur les web radios de RCI.fm, le son Caraïbe de RCI. Le rire, c'est prouvé, c'est le meilleur remède contre les petits coups de blues. Le 7 tout chaud, une cure de rigolade garantie sans effet secondaire. Au menu, une équipe qui ne se prend pas au sérieux et des moments où tout peut arriver. Vraiment tout. Alors, prêt pour votre dose quotidienne de bonne humeur? Alain Bassi, Sophie, Jean-Phi, Dina et Célia, une équipe qui prend soin de votre morale du lundi au vendredi de 16h à 18h. Dosage prescrit par Thierry Etena. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Yélélé, c'est Rio. Tous les matins, je vous donne rendez-vous pour la matinale d'RCI. Et la matinale d'RCI, c'est ça. Avec 1500 €, il fait encore plus beau, non? Alors, l'expérience, ça fait un moment Jojo pour l'ancien jeu, mais je gagnais pas, j'avais tout le temps les bons montants, mais bravo Natacha, merci RCI. C'est aussi ça. Ah oui, oui. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, qu'est-ce qu'il a gagné, mesdames et messieurs? J'ai gagné quoi? Ah, ben tu viens de gagner un pénaté. Ah, c'est aussi ça. Et c'est surtout ça. C'est la journée mondiale du câlin, mon Cédric. Un gros câlin. Gros câlin, mon Cédric. Je vous retrouve tous les matins de 4h30 à 9h. À demain. Samedi, côté 3Z de l'après-midi, musique fond de cœur, paroles fond de cœur, bain à feuillage, bain de feuilles. C'est samedi, côté 3Z de l'après-midi. Et puis au Marvel. 20h, 22h. Carte blanche sur RCI avec des invités audacieux et des échanges sans concession. Et notre invité de la carte blanche de ce mercredi 7 mai, c'est monsieur Henri Yakou, l'ancien directeur de la CGSS, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale. Il a été également ancien président. C'est une autre génération, mais j'ai connu surtout son père, mais bon, je remercie vraiment parce qu'on est dans d'autres structures ensemble à faire des choses et je le connaissant et sachant qu'il connaît bien la vie de beaucoup de personnalités en Guadeloupe, je prends ça comme un vrai tableau d'honneur. Très bien, très bien. Monsieur Yakou, nous arrivons à la fin de l'émission. Mais avant cette fin d'émission, il va falloir passer l'épreuve du jeu. Ah, je suis pas très jeu, moi. Ah, ben vous allez voir. J'espère que celui-là va vous plaire. Vous allez être honnête et sincère, vous allez me dire si ce jeu vous intéresse, s'il vous plaît. D'accord? Ouais. Alors, dans ce jeu, je vais vous proposer une série d'initiatives ou d'actions pour aider les jeunes à s'épanouir professionnellement, socialement, voire même personnellement. Donc, vous allez devoir me dire si vous approuvez, si vous améliorez ou si vous refusez les actions que je vais vous proposer. Eh ben, c'est possible aussi de nous dire pourquoi. D'accord? Allez, je commence avec la création d'un programme de mentorat pour les jeunes diplômés dans les entreprises locales, avec des professionnels expérimentés qui les guideraient pendant à peu près 6 mois. Vous approuvez? Si, j'approuve. Et je suis même à dire ici et ailleurs, d'ailleurs, qu'il nous manque en Guadeloupe une vraie... quand j'étais étudiant, on a quelques de ma génération qui ont passé cette grande école, l'Institut d'administration des entreprises. Il y a plein de formations en Guadeloupe, mais il n'y a pas un endroit où on forme les managers d'entreprise. Il y a plein d'endroits où on forme des cadres d'administration et compagnie, mais passer un chef d'entreprise qui a ses capitaux inscrits dans la société, il faut qu'il trouve des cadres supérieurs formés à l'entreprise. Oui. Et ça, je pense que ça manque, il manque ça. Et de l'autre côté aussi, d'ailleurs, dans la partie que je connais bien, qui est la protection sociale, tout ce qui est mutualité médico-sociale, il n'est pas normal qu'on n'ait pas en Guadeloupe un vrai institut qui forme à tous les grands métiers de ce secteur. Très bien. Deuxième question, monsieur Henri Yakou. Alors, je vais vous parler la deuxième question. Alors, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous refusez la mise en place d'un festival annuel de la jeunesse où les jeunes talents, musiciens, artistes, entrepreneurs pourraient exposer leurs créations et rencontrer justement des investisseurs ou des recruteurs? Vous approuvez, vous améliorez? Alors, j'approuve, vous refusez? J'approuve et je suis même à proposer d'améliorer avec 2 temps.
quelque chose de monstrueux en termes, j'allais dire, d'organisation. Tous les 2 ans, pour les leaders, pour les cadors, et à intervalle, l'année d'après, pour les jeunes talents. Parce que je pense que la Guadeloupe a besoin de champions régionaux. J'entends pas aux champions régionaux, et on a peur d'en parler. Je prends un exemple, je viens d'entendre quelqu'un me féliciter, c'est Cholette 2, qui est du Café Cholette. Alors moi, je suis pas dans les combines de savoir est-ce que ça plaît ou pas. Il faut qu'on ait, par exemple, un champion régional dans tout ce qui est café en Guadeloupe. Alors, qui s'appelle Yakou Cholette? Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la Guadeloupe est une entreprise leader. Vous savez, je reviens de voyage, notamment, je suis allé en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Mais ces pays-là ne se gênent pas pour dire qu'ils ont besoin de leaders dans des métiers précis. Nous, on pense que chacun peut être chef, peut être leader. C'est pas vrai. Dans un petit pays comme ça, il faut qu'on dise qu'on met nos billes, on met nos moyens, on soutient telle entreprise. Mais c'est pas l'entreprise qu'on soutient. C'est l'activité pour la Guadeloupe qu'on soutient. Donc, je suis pour et je suis pour aussi que les questions culturelles, artistiques deviennent des affaires de professionnels. À nous arrêter de choquer comme ça, etc. Vous savez qu'il y a des productions musicales en Guadeloupe qu'on écoute en Chine. Oui. Bon, avec un taux d'écoute supérieur à la Guadeloupe, à la France. Mais où est l'institution, où est la structure professionnelle qui permet de piloter ça dans le monde? Ça n'existe pas. Pourtant, il y a des compétences ici. Regardez ce qui se fait sur le cinéma avec le film Fanon, avec l'autre jour le Zion et compagnie. Mais il faut professionnaliser ça. Et on peut avoir en Guadeloupe des professionnels qui regardent le monde avec 2 adresses. Une adresse en Guadeloupe et une adresse à Dubaï, je sais pas où, quoi. Eh ben, c'est bien. Vous êtes très jeune d'esprit, monsieur Yakou, hein. Vraiment, vous êtes très moderne. C'est mes enfants qui me les travaillent. enfants, félicitations. C'est bien. Non, mais c'est vrai que d'être avec les enfants, ça conserve. Alors, j'ai une jeune, ma dernière fille est un peu dans la musique parce qu'elle est manager un jeune chanteur guadeloupéen. D'accord. Très bien. Très bien. Mathieu White, pour ne pas... Oh, belle information. Elle est dans l'équipe, oui. Ah, d'accord, très bien. Elle s'appelle, son prénom? Laurie. Laurie, bonsoir, si vous nous écoutez. Une autre question. Proposition d'une bourse pour permettre à des jeunes de partir étudier ou travailler à l'étranger afin de leur offrir une expérience internationale qui enrichirait leur parcours. Vous approuvez, vous améliorez ou vous refusez? Ah non, mais j'approuve à fond et j'améliore parce qu'il faut pas se tromper par contre d'orientation. La tendance de vouloir aller en permanence à Paris, en Europe, tout le monde se rend compte aujourd'hui que la messe est presque dite en Europe par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Il y a 2 endroits où ça bouge, c'est dans les pays asiatiques et dans les pays africains. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment qu'on regarde l'Afrique parce qu'il y a des formations de qualité. Et c'est paradoxal de voir que vous avez une université comme Montpellier, je sais pas laquelle, qui a mis en place je ne savais même pas que ça existait, une bidiplomation. C'est-à-dire, vous faites vos études en Côte d'Ivoire, mais vous avez un diplôme de Côte d'Ivoire, un diplôme de Montpellier. Donc, c'est dans cette organisation, je pense qu'il faudrait que on permette à des Guadeloupéens et des Martiniquais d'aller. Et d'ailleurs, ça permettrait de retrouver la terre-mère et peut-être que ce serait plus simple pour réussir. Oui, comme certains diplômes qu'on a au Canada et qu'on est obligé de repasser quand on arrive ici. Exactement. J'ai encore plein de questions, mais comme on est pris par le temps, je vais conclure avec celle-ci qui me plaît bien. Un projet de jardin communautaire en ville où des jeunes pourraient cultiver des plantes et des légumes tout en apprenant des compétences en agriculture durable. Eh ben, c'est ce qu'on est en train de faire concrètement avec l'association Écosystème à Sainte-Rose. Et dans la plus grande rue de Sainte-Rose, qui est l'avenue des Cités-Unies. Ah, très bien. Donc, vous approuvez totalement. À fond. Je suis dedans en tant que président. Très bien. Vous avez aimé ce petit jeu ou pas, monsieur Yakou? Je crois que c'est un jeu qui ressemble aux jeux traditionnels de l'autre domino, TRC et compagnie. Je suis pas un adepte de ces jeux-là. Très bien, d'accord. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas perdre, je le sais. Hein. Du coup, quand on n'aime pas perdre, on n'aime pas jouer. Ah non, vous avez tout compris. C'est surtout ça. Comme je dis à des amis, quand je joue au domino, il faut que je gagne. Bon, je vous comprends bien parce que je peux aussi ce mental. Monsieur Yakou, nous allons conclure cette émission et puis je finis toujours avec un mot pour la Guadeloupe, pour la jeunesse, pour les familles qui écoutent, pour une Guadeloupe... toujours dans l'excellence, qu'on continue à aller de l'avant. Quel conseil vous donnerez justement à votre belle Guadeloupe? Alors, moi, je vais peut-être surprendre. Quand je nous écoute tous en Guadeloupe, on est tous à se plaindre, ça va pas. Moi, je suis du genre à dire, finalement, c'est quand même pas mal. Oui. Et qu'il faut qu'on continue à se battre pour faire encore mieux, c'est tout. Les jeunes qui se sentent un peu perdus, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent la radio dans leur lit avec leur téléphone et tout. Qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais que
peut-être d'écouter la chanson de Kérosène. Oui. De vraiment écouter les paroles, de voir que... La chanson Madame, hein? Madame. Oui. Ils disent que, bon, ben, Chimela barré, mais c'est eux qui débarré, quoi. En gros, c'est tout ça, quoi. Non, je crois énormément ça. Je pense que on est trop défaitistes dans notre pays. On est toujours à noter ce qui ne va pas. Alors que moi, je regarde plutôt ce qui va, ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut porter de nouveau, quoi. Très C'est bien. ce qui m'anime, moi. Eh ben, très bien. Merci, Monsieur Yakou, pour cette Très bien. carte blanche. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous nos auditeurs. Merci à tous nos internautes. Merci pour vos messages WhatsApp, vos messages sur le Facebook Live. Merci à Shirley-Anne Selbonne qui était à la réalisation de cette émission. Demain soir, il n'y aura pas de carte blanche. On fait le pont, hein. Demain, on n'est pas là. Et le vendredi, il n'y a pas de carte blanche. Vous serez avec Béa. La carte blanche revient la semaine prochaine. Demain matin, vous serez réveillés par Rio. Une belle grille de programme suivie ensuite. Alain, c'est vendredi. Demain, Alain. Bon, très bien. Elle me dit, Charléane, elle me reprend. C'est Alain, très bien. Donc, Alain vous réveille demain matin. Et puis ensuite, vous serez en compagnie... Ah oui, demain c'est le jeudi 8. Ah oui, demain c'est changement de programme vacances. Autant pour moi. Allez, je ne dis rien. Voilà, allez. Donc demain, soyez à l'écoute de nos programmes hein, dès 4h30 pour cette belle matinale et ensuite tous les beaux programmes qui vous attendent tout au long de cette journée du jeudi 8 mai. Belle journée de commémoration. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à demain. L'heure avec Général Bricolage.